YouTube, coucou Alex. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On va commencer tout de suite parce que il n'y a aucune info à donner, il me semble. Voilà, oui, c'est bon. On va pouvoir commencer proprement cette vidéo des nouveautés. On va commencer avec le nouveau microgame de chez Matago. C'est un solo, comme le dit la couverture beige. C'est à partir de 10 ans, c'est pour 20 minutes de partie. C'est un jeu de... Alors, il y a le petit pense-bête. Milan Zivkovic et illustré très drôlement par Luc Flowers. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le 8 qui croque? C'est un jeu qui déjà peut se jouer dans la main. Voilà. Dans la main, bon, il faut quand même avoir la pioche. Non loin, mais sinon déjà c'est un bon twist. On va se distribuer à soi-même 6 cartes dans lesquelles on va aussi mélanger le 8 qui croque, donc c'est la dévoreuse, qu'on met au pif et on n'a pas le droit de réorganiser notre main. Ok, on commence comme ça. Le but c'est de réussir à dévorer toutes les cartes, donc d'arriver jusqu'à la fin de ce paquet et qu'il ne reste plus que 2 cartes dans ma main, qu'importe lesquelles, dont la dévoreuse, elle ne peut pas être mangée, mais par contre il ne faut surtout pas que la dévoreuse soit devant. Et ça, quel que soit dans la partie, si à un moment la carte 8 se retrouve devant dans votre main, vous avez perdu. Donc voilà, à la fin il faut que ça se retrouve dans cette config là, au mieux. Hop, comment ça va se passer? À votre tour, déjà, vous piochez une carte et vous la mettez tout en haut de votre main. Donc en haut, c'est dit en gros le plus à droite. Ok. Et là, vous allez pouvoir soit échanger des 2 cartes de place, soit en bouger une où vous voulez. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir manger. Si vous ne pouvez pas manger, parce qu'il y a des contraintes, ben vous avez perdu immédiatement. Donc là, on va dire que je fais l'action de déplacer, hop, et je peux manger que ce qu'il y a autour de la dévoreuse, donc du 8. Je peux manger, par rapport à ces 2 cartes-là, il faut qu'elles soient séquentielles. Séquentielles, ça veut dire quoi? C'est qu'elles se suivent. Donc là, c'est bon, j'ai un 15 et un 14. Contrairement au bon sens qu'on a tous de manière générale... Pourquoi ça colle le dos de la carte? Je ne sais pas. Au bon sens qu'on a, c'est que pour une fois, bah, c'est la plus petite qui mange la plus grande. Voilà, donc ici, le 15 est mangé, je le défausse, et ça me fait une carte en moins. Bon, bah une carte en moins. Hop, non, parce que j'en pioche une nouvelle, et je vais pouvoir rééchanger. Là, imaginons, je dois manger, et mon 8, il est ici. Il est entre 18 et 14. Ben, je peux pas manger, ça ne suit pas les 2 valeurs. Donc là, j'ai perdu, par exemple. Ok. La carte qui est le plus en haut, vous pouvez activer son pouvoir. Un monstre nombre à 2 chiffres dévore un monstre nombre à 1 chiffre. Ça pourrait m'arranger, parce que là, j'ai rien en fait dans ma main qui soit séquentiel, vous voyez. Il n'y a rien qui se suit. Et ben, je vais pouvoir du coup mettre peut-être, hop, ça, je vais le mettre là. Hop là. Et donc maintenant, je peux activer ce truc-là. Et donc il y a toujours une dévoration, hein, mais cette carte-là va prévaloir et va twister la condition de mangeage, en gros. Donc voilà, moi je peux maintenant, le 2 chiffres dévore un chiffre. Donc hop, lui il est défaussé. Etc, etc, etc. Jusqu'à ce que je continue comme ça, que je sois bloqué et que je meure, ou que j'arrive à tout défausser sauf une carte et ma petite 8. Donc voilà, comme je vous ai dit, twistez bien le jeu pour que, à force de vous défausser 2 cartes, etc., vous vous retrouviez pas avec votre main comme ça. Et là, c'est perdu. Et il faut surtout pas qu'elle soit devant, parce que sinon elle vous mange. Voilà. C'était le 8 qui croque chez Matago. Maintenant, on va passer à Présage. Présage qui était très attendu. Il avait déjà buzzé vachement au festival de Vichy. Il a encore buzzé au festival de Cannes. On a pu enchaîner les parties dans le train et se dire, là, déjà, à la fin de la première partie, on a fait ah ouais, là, il y a un truc, là. Là, on sent la petite subtilité, là, elle est belle. C'est un jeu d'équipe qui se joue de 4 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour 30 minutes de partie. C'est par Maxime Rambourg et Ben Renaud. C'est un jeu de chez Spiral Edition. Ceux par exemple à l'origine, chez qui il y a Boréal et District Noir. Alors Maxime Rambourg, juste précision, c'est l'auteur et Ben Renaud, c'est l'illustrateur. Oui, pardon, merci. Oui, il n'y a pas le petit sigle dessus, donc d'habitude, vous savez, il y a le petit pinceau à côté de l'illustrateur. Voilà, donc vous voyez, on a déjà mis le coup de cœur de Descartes dessus. C'est un jeu donc d'équipe. Le but, ça va être que dans une équipe, il y ait une personne qui arrive à avoir plus qu'une seule carte dans sa main. Ok ? Merci la moto. Donc, dès que quelqu'un dans l'équipe a plus qu'une seule carte dans sa main, l'équipe gagne la manche. La première équipe à gagner 2 manches a remporté toute la partie. Okay, on va distribuer des cartes à chacun, un certain nombre.
Je sais plus exactement. Je crois que c'est 5, il me semble. Ça dépend du nombre de joueurs déjà. Peut-être. Et surtout si on joue en impair, tu sais, il y en a qui ont plus de cartes que d'autres. Oui, voilà. Oui, vous pouvez jouer en impair. On a testé et ça marche très bien aussi. Oui, hein. oui, On a joué à 5, ça marchait très bien. Et donc du coup, ces cartes, on va pas jouer avec tout le paquet. On va jouer qu'avec ça. Et à la deuxième manche, on va pas remélanger avec tout le paquet. On rejoue vraiment avec les mêmes cartes qu'à la première manche. Donc il y a énormément de rejouabilité. Vous voyez, toutes les cartes qui restent et qui ne sont pas jouées, c'est déjà pas mal ça. Donc du coup, les cartes vont avoir des valeurs dessus et vous avez chacun votre petit récap qui donne des très bonnes infos. Par exemple, ça dit que les vertes dans ce jeu vont de 1 à 8 en valeur. Les jaunes, elles, seront comprises entre 9 et 16, etc. etc. Donc du coup, à votre tour, c'est très simple. Vous jouez une de vos cartes devant vous et vous lisez à voix haute le petit effet parce qu'au début, on les connaît pas tous par cœur. Là, par exemple, c'est défausser la carte jaune de plus forte valeur. Ok. Et ce sera à faire en fin de partie parce qu'il y a un petit sablier. Il y a un petit sablier, Oui. Pas fin de partie, fin de tour. Fin de manche, pardon. Oui. Quelqu'un d'autre va jouer ensuite, hop, et on va dire, hop, il joue ça. Échangez une carte de votre main avec une carte déjà en jeu. Peut-être que finalement, je vais jouer à la place de lui, hop, je lui récupère sa carte qui était sympa, et je lui mets une carte peut-être qui est toute pourrie. On n'en sait rien, etc., etc. Une fois qu'on a fait, chacun on a joué une carte, on va de base voir qui a joué la plus forte valeur. De base, c'est cette carte-là qui va être défaussée, sachant que je vous ai dit le but là, c'est... ce serait pas celle-ci. Oui, ce serait pas celle-ci, pardon. Attends, hop, on va faire un truc, voilà, comme ça. Oui. Donc ici, la plus haute valeur, c'est le 29. Donc le joueur qui a joué la 29 a le droit de défausser cette carte, sachant que le but c'est d'en avoir plus qu'une en main, c'est cool. Tous les autres récupèrent leur carte. Donc c'est pas une perte, des fois on va un peu pisser, c'est-à-dire on met celle-là, bon voilà, et des fois c'est pas grave, on va la récupérer pour un meilleur tempo après. Ça, c'est que de base, il y a toujours une carte qui est défaussée, quoi qu'il arrive. Mais ensuite, vous aviez vu qu'il y avait des petits effets qui disaient, voilà, s'il y a ça, ça se défausse, etc. Celui-là, il fait quoi déjà? Alors, celui-là, il dit défausser cette carte si c'est la seule carte verte. Ah oui, donc imaginez, lui, il a joué ça. Moi, j'avais ça dans ma main, j'ai vu son effet, je vais pas lui laisser. Donc, je vais jouer une verte. Même si peut-être l'effet qui est moi sur ma carte va servir à rien, mais au moins, elle va servir à lui l'embêter et il ne défaussera pas sa carte. Mais des fois aussi, ça peut aussi aider un autre pote qui lui avait le truc de s'il est la carte jaune la plus faible, il défausse. Et hop, vous mettez une carte jaune qui est plus forte que lui, comme ça lui il est la plus faible. Enfin bref. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez des synergies comme ça de cartes qui se font avec vos coéquipiers, mais vous avez absolument pas le droit de parler. Genre zéro, rien, pas un mot. À part, il fait beau dehors. Et encore, ça pourrait être un code caché pour dire ouais, je joue la 26, gna gna gna. Donc voilà, il va falloir aider l'autre parce que quand vous voyez qu'un de vos coéquipiers commence à plus trop avoir de cartes en main et que vous en avez encore beaucoup, il faut savoir renoncer à la victoire personnelle et dire voilà, là je vais me donner à fond pour aider ce pote là parce que lui il est plus proche de la victoire, ça sert à rien que je fasse tout pour moi, défausser mes cartes à moi parce que je suis moins proche de la victoire. Donc voilà, il y a vraiment une très bonne synergie qui se crée avec ses coéquipiers. Des fois, le truc de échanger une carte avec un adversaire, il y a ça comme carte. On se dit, je vais échanger une carte pourrie de ma main avec un adversaire. Non, des fois, c'est intéressant de donner à l'autre parce qu'on voit que la carte qu'on a en main, elle pourrait avoir une bonne synergie si c'est quelqu'un d'autre qui la joue. Parce que c'est deux cartes en main qui se synergisent entre elles, mais bon, comme c'est vous qui avez les deux, vous pouvez pas les jouer l'une avec l'autre. Ce sera quelqu'un d'autre qui vous fera le petit tempo. Mais ça, vous lui donnez, vous pouvez pas lui dire que vous avez une carte qui synergise bien avec. Il va falloir qu'il comprenne lui-même. Voilà, et le grand twist aussi, comme je vous l'ai dit, c'est que les cartes ne sont pas remélangées. Donc la première manche, on est un peu à tâtons, on va découvrir les pouvoirs des cartes, mais à la deuxième manche, on remélange tout et on redistribue, mais on sait qu'il y avait cette carte qui faisait que la jaune la plus faible défaussait, etc. Donc il y a beaucoup plus de contrôle sur la deuxième manche. Et puis en avoir une troisième, puisque c'est en 2 manches gagnantes. Voilà, ça c'était Présage, très gros coup de cœur. On va passer à un autre petit jeu de cartes, pas du tout la même ambiance. J'arrive Alex. C'est à moi. Gna gna gna. C'est un jeu de Sergio Alaban et illustré par Diego Sa. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour 45 minutes de partie. 45 minutes, elle ne veut pas durer aussi longtemps. Je trouve pas que c'est aussi long. Après, on a... Peut-être à beaucoup de joueurs, mais non, on a joué à 4. Ouais, on a peut-être pas vu le temps passer aussi. Oui, parce qu'en vrai, c'était drôle. Je pense que c'est 10 minutes par joueur en vrai.
Ouais, grand max. Hein. Ouais, c'est pas très long. Alors, c'est un quoi? C'est un jeu compétitif où en gros l'oncle Howard est décédé et nous a donné sur son testament, à nous tous les nombreux cousins et autres neveux, nièces, etc., son super héritage de plein de trucs hyper cool, mais il a dit débrouillez-vous, voilà, tirez à la courte paille en gros. Donc du coup on va jouer cette famille très unie qui va se déchirer et s'arracher l'héritage pour gagner le plus d'argent. Voilà, hein, le but c'est de gagner le plus d'argent. Alors pas vraiment les billets comme ça, c'est surtout en fait chaque petit objet va comboter, enfin va scorer différemment et donc c'est d'avoir le plus de score. C'est de la collection en fait. Oui, c'est de la collection et du scoring. Donc du coup, c'est du split and choose, c'est-à-dire qu'on va avoir un joueur qui va être le joueur actif, le donneur. Il va prendre un certain nombre de cartes, c'est en fonction du nombre de joueurs. Je crois que c'est nombre de joueurs x 2 plus 1, un truc comme ça. Il a donc un certain nombre de cartes. Il y a plein de types d'objets différents qui chacun va scorer différemment. Par exemple, les patins, ils scorent que par paire, parce qu'avoir un seul patin, ça sert à rien. Voilà. Je crois que la télé, par exemple, si elle est avec une radio, ça fait des points en plus. Bien, ouais. Voilà. Et donc c'est très varié au niveau du scoring. C'est ce qui va faire la richesse du jeu finalement, en tout cas niveau scoring. Ce qui fait le fun du jeu, c'est le split and choose, dans le sens où il va regarder ses cartes et il va faire des lots. Il va faire des lots et les lots il peut les composer comme il veut, du moment qu'il y a au moins une carte dans un lot. Oui, voilà. c'est ça. Il peut faire un lot que de une carte. Les lots sont face visible. Donc il fait ses petits lots. Évidemment, ce ne sont pas ses cartes dans le jeu, vous imaginez bien. Hop, il fait ses lots. Et là, chacun notre tour, on va mettre notre petit jeton de personnage sur un des lots et dire c'est à moi. Ok. Le prochain joueur, il va du coup se disputer sur ce lot-là. Il va pas aller vers les autres pour l'instant. Soit il dit ok, ouais, je te le laisse, ça m'intéresse pas ce lot. Et on passe au prochain joueur. Soit il dit non, c'est à moi. Il vire le petit jeton du joueur et il met le sien à la place. Par contre, il va payer avec ses petits billets. Il va en mettre un de billets sur un autre lot. Le rendant du coup plus intéressant. Exactement. L'autre joueur va pouvoir dire non, je passe, ou pareil, il jarte et il rajoute un autre dollar sur un autre lot. Soit celui qui avait déjà un dollar mis par un précédent, soit un qui avait rien. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde passe et que le dernier à avoir mis son pion dessus, ça revienne à lui, il dit ok, c'est bon, je récupère mon lot. Par contre, il ne se dispute plus pour les autres lots. Lui, il a récupéré son lot pour la manche. Les autres, du coup, vont mettre un nouveau lot en jeu. Celui juste après, celui qui a gagné le lot, il va dire moi je veux ce lot là. Et on continue comme ça. Et voilà. Et après, ça va être tout le sel de mettre des trucs, sachant que en fait, ce que vous gagnez comme lot, vous le mettez face cachée. Donc vous avez le droit de revoir ce que vous faites en disant il me manque encore 2 patins pour faire un bon combo, mais les autres savent pas, donc ils vont essayer de se souvenir un peu genre depuis tout à l'heure tu prends des vinyles, non, on va pas te laisser le gramophone parce que si on te laisse le gramophone avec les vinyles, ça fait énormément de points. Voilà, et donc du coup on va essayer un peu de faire des lots qui vont embêter les autres mais qui nous intéressent. On va peut-être se vider de notre thune pour essayer d'avoir le bon lot, sachant qu'à chaque fin de manche, quand tout le monde a récupéré un petit lot, on a le plus pauvre qui peut demander de l'argent aux plus riches. Disons que c'est une carte qui sort à un moment qui est imposée par le jeu. C'est ça. Il y a une ça permet carte de redistribuer un peu l'argent au cas où. Voilà. Et il me semblait qu'il y avait aussi des personnages, tu les veux pas ceux-là. Oui, c'est celui-là. Ceux-là, oui, c'est ça. Eux, ils t'enlèvent des... À la toute fin, quand vous dépilez votre tas et que vous faites votre scoring, lui, il vous supprime une de vos cartes. Ça peut être stratégique. C'est très bien ça. Ça peut être stratégique de vous débarrasser d'une carte qui faisait aucun scoring. Des fois, je crois qu'il y en a des scorings qui sont négatifs. Oui, en fonction du nombre de cartes. En fonction du nombre de cartes. Donc, ça peut être très, très embêtant. Vous flinguez votre scoring, mais ça peut être aussi stratégique. Voilà. Donc vous avez tout le jeu, il était vraiment très cool, on y a joué à 4, on s'est bien amusé, on se tire littéralement la bourre et c'est bien drôle. Voilà, il me semble que c'est bon, je te laisse passer à la suite. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. J'étais pas sûr que tu aies démarré la vidéo. On enchaîne. Faire des petits pieds. Ouais, je sais. Tic Tac Top est arrivé aujourd'hui à la boutique, un jeu d'ambiance pour 3 à 7 joueurs. Ils mettent à partir de 8 ans, effectivement, ça va peut-être dépendre des listes de mots, mais je pense qu'honnêtement, 8 ans, ça doit être assez générique, assez accessible pour 8 ans. 20 minutes les parties, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend combien vous êtes et combien de temps vous mettez à réfléchir. L'avantage ici, c'est qu'on a un jeu d'ambiance qui a un dos de boîte qui est relativement compréhensible. C'est un jeu de Simona Greco et Marco Rava, illustré par Anae Desblocs. C'est un jeu dans lequel il va y avoir, à la manière un petit peu d'un Just One d'ailleurs, il y a un joueur en fait qui va avoir
qui va tirer une liste aléatoirement, il peut la choisir, une liste avec une thématique et une liste de mots. Il y en a 10 en tout. 12 même, je suis bête. 12 mots, ok. Lui, il va avoir une ardoise sur laquelle il va en noter 7. En fait, il va choisir 7 mots par ordre de préférence, entre guillemets. Et puis les autres joueurs, eux, ils vont avoir une grille sur lesquelles, qui ressemble un peu justement au tic-tac-toe, d'où le jeu de mots du tic-tac-top, une grille de 9 cases où eux, ils vont placer également des mots qui font partie de cette liste-là. Leur but à eux, ça va être d'avoir des mots, j'allais dire en accointance, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que des fois on sort des mots comme ça spécifiques, alors qu'en vrai, on ne parle pas la langue française. Je dirais, ça a l'air pas trop mal. Ouais, en adéquation avec... Adéquation, ça me paraît adéquation, ça paraît pas mal quand même. En adéquation avec le maître du jeu. Donc mettons, je suis maître du jeu, moi j'ai fait ma petite liste ici, donc par exemple en premier j'ai mis hamburger, donc là on est sur une thématique quand même de... Tu les classes? Ouais, en fait je les classe, donc là c'est top des plats connus, donc moi je vais dire voilà, il y a ces 12 plats là. Tu commences par le plus connu et ensuite tu les classes jusqu'au moins connu. Exactement, c'est exactement comme ça qu'on va classer les mots. Moi je les ai classés comme ça, donc j'ai mis d'abord le hamburger qui me paraît le plus connu, puis après il y a les pasta carbonara, après il y a la pizza, en cas de sandwich, après sushi, fish and chips et paella. Ok. Antoine et Alice, eux, sur leur fiche, ils ont écrit aussi des mots qui font peut-être pas partie de ma liste, parce qu'évidemment tout est secret, mais ils vont essayer de les placer judicieusement pour refaire des lignes. Donc en fait, une fois qu'on a tous noté nos mots, moi je vais commencer, je vais dire le numéro 1. Pour moi, c'était hamburger. Et là, hamburger, Antoine il va dire ouais, c'est bon, je l'ai. Alice, elle va rien dire, elle va dire non, moi je l'ai pas mis là. Mettons, elle l'a pas mis du tout. Donc Antoine va entourer son hamburger. Ensuite, je vais dire pasta carbonara. Là, les deux vont me dire oui, c'est bon, je l'ai. Et ils vont entourer, etc. Lorsque je vais dire pizza, Antoine va dire c'est bon, j'ai entouré et j'ai fait une ligne, une diagonale, donc ça va me faire des points. Et donc à chaque fois que vous ferez des diagonales, des lignes aussi verticales ou horizontales, dès que vous ferez des alignements de mots, ça vous fera des points. Et moi, plus vite vous allez avoir des lignes, plus aussi je marquerai de points. Il faut vraiment que mon top 3 il soit dans vos top 3 aussi, parce que c'est comme ça que je marque des points. C'est extrêmement simple à prendre en main. J'espère que je l'ai pitché pour vous donner envie, parce qu'en fait le jeu est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut essayer de se mettre dans la tête du premier joueur, de se dire je pense qu'il aurait mis ça en top, même si pour moi c'est plutôt ce top là que j'aurais mis, et j'aurais mis celui-là en 1 plutôt qu'en 2, et après évidemment autour de la table ça va râler quand vous avez 2 mots parmi les 12 disponibles, vous dites mais on n'a rien en commun avec lui, c'est quand même assez fou alors qu'il y avait, pour moi le classement était le bon. Je regarde à droite à gauche, oui ça y est, hop, j'enchaîne, donc ça c'était Tic Tac Top. On enchaîne avec Dice Mission, qui va être aussi éventuellement un jeu d'ambiance pour ceux qui sont un peu amateurs de jeux de dés, j'allais dire stratégique. Oui, il y a de la stratégie, il y a un petit peu d'aléatoire, mais ce qui est cool dans Dice Mission, donc c'est un jeu déjà à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs, 15 minutes la partie, donc c'est très très rapide. Et on est sur un jeu de, j'ai pas vu le nom de, de Laurent Lavogiez, je sais pas comment on dit, et Oscar Cassel aux illustrations. J'aime beaucoup les illustrations, il y a un côté très... Mission Impossible, James Bond. Pourquoi? Parce que le but du jeu va être de faire des missions. Et ce que je trouve cool, c'est qu'au début de la partie, on commence chacun avec une mission de chaque type. Il y a des vertes, des rouges et des bleus. Et en fait, les vertes, ce sont des missions solo, donc vous ferez uniquement qu'avec vos dés. Les missions rouges, ce sont des missions que vous ferez avec vos dés, mais que vous allez comparer avec les autres dés des adversaires. Et les missions bleues, ça prend en compte tous les dés. Ok? On va faire plusieurs manches jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui réalise 4 missions. L'idée, c'est qu'on va choisir justement, donc on va avoir chacun 5 dés, mais en fait, le premier joueur va choisir combien de dés on lance pour cette manche-là, ce que je trouve très cool. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des missions en main, je regarde, je me dis, bon, tiens, là, j'ai, je pense, moyen de faire avec 3 dés ce que je veux faire. Donc, je vais dire, on lance 3 dés. Donc, je fais mon lancer, j'aurai droit à des relances. Je fais mon lancer. Comme j'ai choisi qu'on allait lancer 3 dés, Antoine aussi va lancer 3 dés. Et puis Alice va lancer 3 dés. On aura tous fait ça, et ensuite, ce sera moi le premier joueur, donc je vais pouvoir valider éventuellement des missions. Si, admettons, j'ai une mission qui me dit, dans les 3D, il fallait que je fasse une suite, et ça tombe bien, j'ai fait 2, 3, 4, je révèle ma carte, j'ai fait une suite. Donc j'ai validé une mission. Antoine pourrait valider une mission bleue qui dit que dans tous les dés, il n'y a pas de valeur 2. Donc ça veut dire que du coup, là on a lancé les dés, moi j'avais pas, mettons, de valeur 2, bon là il se trouve dans l'exemple, j'en avais un, mais admettons, j'avais pas de valeur 2, et qu'Antoine non plus et qu'Alice non plus, du coup il remporte sa mission. Chaque mission va toujours vous demander de vous comparer soit que vos dés, soit expressément avec les différents adversaires, soit en prenant en compte tous les dés. Vous réalisez vos missions, dès qu'un jour on a réalisé 4, c'est la fin de la partie et vous avez gagné. Très accessible, très rapide comme jeu. J'allais dire on peut le comparer à un Perudo par exemple, parce que Perudo c'est un jeu de bluff, mais si vous aimez les jeux où vous allez brasser des dés et surtout réaliser des objectifs qui ne sont pas extrêmement compliqués à comprendre mais qui sont parfois très difficiles à réaliser, moi j'aime beaucoup le twist de à ce tour-là, c'est moi qui choisis combien on jette de dés. Ça peut bloquer les autres joueurs pour certaines missions, comme ça peut les avantager, mais ça vous ne savez rien parce que vous ne connaissez pas les missions de vos adversaires. On enchaîne ensuite avec Navoria. Donc là, Navoria, je n'ai pas de nom du tout, je pense qu'ils ont voulu
faire un truc très beau sur le visuel, donc ce qui fait qu'on voit uniquement le nom avec les très jolies illustrations. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, même si je pense que honnêtement 10 ans on peut peut-être commencer à y jouer. Il y a peut-être beaucoup d'informations, je ne me rends pas trop compte. Et ils mettent 20 minutes par joueur, ce qui effectivement est plutôt le cas, même si nous à 3, je pense que ouais, effectivement on l'a fait en moins d'1 heure. Je pense qu'on l'a fait en 40 minutes en vrai à 3, c'était quand même assez rapide. Okay, on a un nom au dos quand même. Il y a un nom normalement au dos. Oui. Là c'est marqué conception et illustration de Meng Chulin. Ah, c'est la même personne qui fait les illustrations et le game design? Ben, si c'est le cas, c'est très impressionnant. Oui. En tout cas, les illustrations, franchement, sont incroyables. Le plateau, il en jette. Alors, c'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que quand vous l'ouvrez, si vous le voyez sur une table, vous allez vous dire oh, c'est bon, je vais me prendre la tête, c'est fini. Je joue pas à ce genre de jeu, c'est trop expert. Et en vrai, le jeu, il n'est pas si compliqué que ça. Le matos et l'emplacement et l'iconographie, en fait, toute l'ergonomie du jeu, je trouve, elle aide à la compréhension de ce qu'on fait et de la facilité, en fait, de l'ingérer, cette information-là. Comment ça va se passer? C'est un jeu qui va se dérouler de mémoire en 3 manches et chaque manche est séquencée en 2 phases. Il y a une première phase où en fait on va récupérer dans un sac, chacun notre tour, en fait on va piocher jusqu'à ce que le sac soit vide, 2 jetons. Donc je pioche 2 jetons qui correspondent à différentes catégories. Il y a de l'exploration, il y a de l'achat, il y a du combat, enfin, c'est plein de petites icônes comme ceci. Donc il y a violet, bleu, rouge, vert et jaune. Je pioche dans le sac 2 jetons, je vais en choisir un que je vais activer et l'autre va être dans la réserve. Okay. Quand j'active un jeton, je le pose ici. C'est sur un emplacement, une zone, en fait, un tas de cartes finalement, qui va vous permettre à la deuxième phase de pouvoir utiliser les jetons qui sont là pour récupérer des cartes de ce type-là. Alors on ne le voit pas très bien, mais en fait, là vous avez la pioche de cartes et en face vous aurez des cartes de cette pioche-là. D'accord. Bleu ici, rouge ici, etc. Donc en fait, à la première phase, on pioche 2 jetons, on en choisit un qui nous permet de se déplacer dans l'endroit en question, en fait, qui correspond en fait sur le plateau, hein, tout simplement. Vous avez une zone rose, vous avez une zone verte, etc. Donc vous prenez un jeton et vous faites l'action en question. Ensuite, donc chaque joueur fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que plutôt d'aller piocher dans le sac, s'il y a un pion dans la réserve qui vous intéresse, bah, vous pouvez aussi le prendre et faire cette action-là. Et en fait, vous placez les jetons sur la zone qui est ici. C'est important, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura tous pioché dans le sac, et qu'on aura réalisé les différentes actions de la phase 1, on va passer à la phase 2, et c'est là, lors de la phase 2, qu'on va utiliser les jetons qu'on a utilisés pour récupérer des cartes. Et chaque carte vous permet de faire des points différemment. Alors ça, je ne peux pas rentrer dans le détail, vous avez plein d'exemples ici, mais la plupart des cartes vous permettent soit de récupérer des ressources qui permettent sur votre plateau de, on va dire, construire des espèces de bâtiments qui vous serviront à marquer de plus en plus votre progression sur certaines pistes. Vous allez pouvoir notamment, quand vous aurez des actions avec une petite botte, vous déplacer rapidement sur les pistes indiquées par la couleur, et plus vous avancez sur les pistes, plus vous êtes loin, plus vous allez marquer de points. Et il y a d'autres cartes qui marchent par combo de symboles. Vous avez des symboles sur les cartes, et il y a des cartes qui vous disent, bah, en fin de partie, si tu as tant de symboles, bah, ça te fera tant de points. Donc c'est cool parce que c'est un jeu à la fois sur le plateau qui est vraiment très ergonomique, un jeu de progression de pistes, où à chaque début de manche, on va réinitialiser les pistes, mais si vous avez construit des forts, vous allez réinitialiser à un certain endroit, vous allez avoir en fait moins de chemin à parcourir parce que vous avez construit des forts évidemment. Et c'est à la fois un jeu de combo de cartes qui au final se mêle très bien avec les mécaniques de base du plateau. Et le petit truc en plus qui peut-être du coup l'amène sur un côté jeu plutôt initié, c'est qu'en fait on a des objectifs qu'on va pouvoir remplir quand on a acheté tel type de carte, quand on a avancé à tel endroit. On récupère en fait des points bonus grâce aux objectifs qui sont indiqués en début de partie aléatoirement. Voilà, je voulais un peu dépoussiérer Navoria. Ça a l'air très sympa. Honnêtement, je trouve que c'est, comme je te disais, un peu une sorte de Medieval Academy plus. Il y a vraiment ce côté combo de cartes, objectif majoritaire, entre guillemets, qui va rajouter qui le fait passer en initié pour le coup. Je te laisse prendre la main du coup. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On attaque avec Wondrous Creatures, comme on va souvent le prononcer. Très jolie couverture. Oui. Mais aussi très beau jeu au demeurant et super dos de boîte quand on est ludicaire. Ça là, en boutique, c'est plutôt cool. C'est de l'or. Franchement, Super Meeple, si vous êtes derrière cette couverture, merci et félicitations. Ok, c'est un jeu plutôt expert. C'est un jeu auquel on peut jouer en solo, mais jusqu'à 4 personnes, bah, comme la plupart des jeux experts conseillés à partir de 14 ans. Et ça va durer plus ou moins 40-80 minutes, ce qui n'est pas non plus trop pour un jeu relativement expert. Un jeu de C.W. Yeom, illustré par Sophia Kang. En gros, on va aller découvrir un nouveau continent, une île sur laquelle il y a des
créatures incroyables et on va aller les observer et les domestiquer. Ça va être la thématique. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, on a notre plateau comme ceci, sur lequel on va pouvoir gérer les petites ressources et à côté duquel on va aller poser des cartes. Vous allez créer une sorte de collection de cartes en fait, hein, cartes qui vont vous faire gagner des points mais qui vont aussi vous donner des pouvoirs. Ces cartes, c'est un énorme aspect du jeu, très important puisque il y en a 126, il me semble qu'elles sont toutes différentes si je dis pas de bêtises, et donc comme souvent avec ce genre de jeu là, c'est ce qui va apporter la richesse du jeu. Néanmoins, on a un grand plateau comme ceci qui va aussi être très important puisque c'est ici qu'on va aller faire la majeure partie des actions. Il existe 4 actions dans le jeu, je vous les explique rapidement. La première action, ça peut être d'aller poser un de mes 3 explorateurs sur le plateau. Alors, ces explorateurs, eh bien, ils vont être de votre couleur. Donc, on va dire, par exemple, moi, si je suis rouge ici, eh ben, c'est cette espèce de dragon ou stégosaure, ou je sais pas trop ce que c'est. C'est que des animaux qui sont des mélanges d'animaux que vous connaissez peut-être dans la vraie vie. Ils ont tous des tronches incroyables. C'est dommage, on voit pas plus que ça les illustrations, mais je vous invite à aller jeter un œil sur internet. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est un petit ouvrier que je vais poser qui va prendre 2 cases. Autour de ces 2 cases, il va y avoir des cases de ressources. Eh bien, je vais pouvoir faire des choses avec ces cartes de ressources puisque j'ai accès avec mon explorateur. Première option, ça va être de récupérer les ressources et donc je les stocke sur mon plateau. Deuxième option, ça va être d'aller récupérer des cartes ici dans le marché dont l'icône correspond à la ressource. Sachant que je peux mixer. Si j'ai une ressource, alors j'ai pas leur nom, hein, mais une ressource bleue, il me semble que c'est du corail, et une ressource verte, il me semble que c'est un fruit, eh ben je peux très bien dire je pioche une carte verte et je stocke un corail. On mixe un petit peu comme on veut. Ça c'est la première action. Sachant que on va pouvoir se poser sur les plaines, avec un petit coup surcoût, on va pouvoir se poser sur les montagnes. Potentiellement il y a des choses un peu plus intéressantes autour des montagnes, mais ça coûte un petit peu plus cher. Et que nous possédons un explorateur qui est un petit peu notre chef d'expédition, notre personnage, qui nous permet de faire des petites actions supplémentaires, que l'on reconnaît puisqu'il y a un petit meeple qui vient se clipser dessus avec un petit système d'aimant, qui ne me laisse pas insensible, personnellement. Matériel, très cool. Bon, voilà, première action, vous allez poser votre explorateur, vous allez récupérer les ressources, et que ces ressources, soit vous les stockez, soit vous récupérez des cartes. Ça, c'est une chose de faite. Autre chose que vous pouvez faire, autre action, vous pourriez faire un tour ultérieur, c'est de récupérer vos explorateurs. Vous avez joué vos 3 explorateurs, il est temps de les récupérer. Vous pourriez le faire plus tôt, mais c'est pas forcément stratégique, à moins que vous ayez un super plan avec ça. Et donc vous récupérez vos personnages, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'en quelque sorte, vous allez un petit peu passer votre tour. Hein. Mais ça va quand même faire quelque chose, c'est que ça va faire évoluer le plateau. Le temps passe et les ressources vont changer, ne pas se trouver au même endroit, bref. Le plateau va évoluer, ce qui fait qu'on est face à un plateau en constante évolution et dont on peut estimer le moment où il va changer vis-à-vis de comment les autres joueurs ont joué. Autre action, on va pouvoir jouer des cartes, les fameuses cartes que l'on a récupérées ici avec les petites ressources. On va pouvoir les jouer, je peux jouer 1 à 2 cartes lors de mon tour, elles ont un coût en ressources, les fameuses, donc les ressources permettent de récupérer les cartes au moment où on les récupère, ou alors on les stocke pour pouvoir payer les cartes. Les cartes, une fois que vous allez les jouer, elles vont venir dans votre tableau, elles vont faire des points, mais surtout elles vont avoir des effets. Effets soit immédiats, je pose ma carte, ça fait un effet, c'est bon, c'est réglé. Effet que vous allez pouvoir utiliser à plusieurs reprises. Il y a une carte qui vous dit, voilà, cet effet, tu l'utilises quand tu veux, mais tu pourras le faire que 3 fois. Elles ont des petits jetons dessus, à chaque fois que vous utilisez l'effet de cette carte, vous utilisez le jeton. Des cartes qui vous donneront des effets en fin de partie, ou des cartes qui vous donneront des effets lorsque vous allez récupérer vos personnages, bref. Elles ont chacune de leurs petites spécificités, de la manière dont elles vont se déclencher, mais bien sûr également sur l'effet. Dernière action, à mon tour, plutôt que de faire tout ce que je viens de vous énoncer, je vais pouvoir valider un objectif. Bien sûr, à nouveau, c'est un tour, vous allez en quelque sorte passer votre tour, puisque vous n'allez pas récupérer de ressources, vous n'allez pas jouer de cartes, mais peut-être que ça vaut le coup de prendre cet objectif que vous avez validé maintenant, parce que les emplacements sont limités, et un autre joueur pourrait le faire. Voilà donc pour Wondrous Creatures. Je sais pas toi, moi j'ai très envie d'y jouer. Attention, on est plutôt sur un jeu pénurique. C'est-à-dire que ça n'a pas été imprimé en 12 000 exemplaires, on en a quelques boîtes à jeu des cartes Bordeaux, je sais pas pour combien de temps. Juste à côté, nous avons le petit Bravest, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Eya. C'est Labo Ludique qui a édité ceci, c'est à partir de 8 ans pour des parties de plus ou moins 20 minutes, et donc pour 2 à 4 personnes. Dans Bravest, nous allons jouer des braves. Les braves, ce sont des sortes de héros.
de notre clan que l'on va envoyer sur notre plateau au travers d'un labyrinthe et on va essayer de mettre des périls qu'ils devront surpasser dans ce labyrinthe pour en quelque sorte être les plus glorieux possibles. Comment est-ce que ça se joue? Nous avons chacun notre plateau avec notre clan, avec les personnages de la couleur correspondante. J'ai mon plateau bleu, j'ai mes 2 personnages bleus. Il y en a un plus grand, c'est un peu le costaud de l'équipe. Il se nomme l'Invincible. Ou l'immortel, je crois que c'est l'invincible. Je pense que c'est l'invincible. Et l'autre, c'est l'agile. Il y en a un qui va plutôt sauter par-dessus des précipices, essayer d'éviter des pièges, etc. Et l'autre qui va plutôt se confronter à des ennemis, en quelque sorte. Pour ça, eh bien donc, on va les faire avancer dans un labyrinthe que l'on va former case après case. Il va y avoir l'invincible qui part en haut à droite, qui va avoir sa propre manière de scorer, et l'agile, lui, va partir en bas à gauche, par ici, et lui aussi également, il va avoir sa propre manière de scorer qui est rappelée sur le plateau. Quand c'est mon tour, je vais pouvoir récupérer une tuile ici. Ce sont des couloirs, des embranchements, des virages, etc. Et je la positionne comme je veux. Je dois bien sûr ne pas créer de bêtes boucles, ça c'est interdit, on va essayer de continuer ce labyrinthe. Je vais faire en sorte que mon personnage, quand il va avancer, il va passer sur des cases qui vont me faire marquer des points selon les critères qui sont définis. Ces tuiles, on ne les récupère pas n'importe comment. Quand c'est mon tour, je vais pouvoir avancer l'un de ces éléments là. Donc vous voyez ces trois petits palets. Et quand je l'avance, je vais pouvoir récupérer la tuile qu'il y a en face et la positionner. Il y a un effet un peu saute-mouton. Si je devais avancer au niveau d'une autre tuile, je vais sauter par-dessus. Donc on remplace immédiatement, mais ça peut couper un peu cet effet opportuniste de « Ah ben on vient de tirer une tuile et immédiatement quelqu'un d'autre peut la prendre ». Ben non, pas immédiatement, il faudra que quelqu'un joue à nouveau ce petit palais pour le faire avancer, pour libérer cet emplacement. Ce petit système de prise de tuiles, il est assez élémentaire, il est assez basique, et très honnêtement je le trouve très malin. Je pose ma tuile, alors 2 cas de figure, soit c'était une tuile qui me permet de continuer mon labyrinthe et tout va bien, soit c'est la grosse cata, je me retrouve dans un cul-de-sac, j'ai aucune solution, on peut toujours retourner les tuiles, au dos de chaque tuile il y a un carrefour qui va me sauver, par contre il n'y aura pas de scoring à ce moment-là sur cette tuile. Ça va être un véritable petit casse-tête. Voilà donc pour Bravest, je crois que je te repasse la main Alex. On enchaîne avec Utan. Utan c'est un jeu de Daniel Skoj Pedersen et Asger Harding Granrud. Comment tu dis? Je vais pas le redire, je suis désolé. Illustré, vous l'avez vu magnifiquement par Vincent Dutré. Ah ben j'aurais pas deviné. Bah ouais. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo, je ne vous en parlerai pas parce que je ne le connais pas assez. Pour 30 à 45 minutes, je pense qu'on peut littéralement dire 10 minutes par joueur, honnêtement. C'est pas un jeu pareil qui va être très complexe, c'est un jeu qui va avoir 2 modes de jeu. Moi je vous explique le mode de jeu, on va dire classique, mais il y a un mode plus famille, plus léger, et il y a à l'intérieur des espèces de défis que vous allez pouvoir aussi essayer de remplir au besoin de l'expérience de jeu que vous cherchez. On va avoir un côté un peu jeu de pose de tuiles avec du draft, je mets des guillemets parce qu'effectivement c'est quand même du draft, il y a un passage de cartes entre guillemets. Et on va essayer de créer en fait un peu à la manière d'un Cascadia finalement, on va créer une zone prolifique entre guillemets qui permettra de faire accueillir des animaux. Pour ça, il va falloir, pour accueillir des animaux, il faut faire pousser des arbres. Et pour faire pousser des arbres, il vous faudra récupérer des petites fleurs comme ceci. Donc c'est un petit jeu d'agencement. À chaque tour, on va tirer un certain nombre de cartes. Donc de mémoire, c'est nombre de joueurs x 2 moins 1. Et vous allez y ajouter le pangolin. Le pangolin, c'est une sorte de... c'est le jeton premier joueur. Plutôt que de prendre une carte, puisque chacun notre tour, on va récupérer jusqu'à 2 cartes, ou le pangolin du coup. Quand je prends le pangolin, c'est pas une carte, mais ça me permet de placer n'importe quelle fleur de n'importe quelle couleur en fait. Et en plus, je serai premier joueur au prochain tour, donc plus de choix. Je récupère une carte. Sur cette carte, il y a des fleurs indiquées. Je récupère les fleurs et je les place où je veux. Je mets des guillemets sur où je veux parce qu'en fait, l'idée, ça va être d'agencer vos fleurs. Alors déjà, la première contrainte, c'est quand vous récupérez des fleurs, vous devez les placer adjacentes orthogonalement. Et en plus de ça, vous verrez que votre plateau est composé de 4 tuiles, donc qui s'agenceront de manière aléatoire au début de la partie, et chaque joueur va constituer ce plateau-là de la même manière que l'un des joueurs, de façon à ce qu'on ait le même plateau principal. Ces différentes tuiles, ce plateau, va être en plus segmenté par différentes zones qui sont délimitées par de l'eau. Et donc il y a des plus grandes zones, il y a des zones à 4 cases, des zones à 5 cases, des zones à 6 cases. Et vous allez essayer de planter au mieux des fleurs de même couleur adjacentes dans une zone. Ok. Quand vous aurez complété une zone de même fleurs de même couleur, vous allez pouvoir justement valider cette zone-là, ça vous fera des points. Mais ce qui est mieux, c'est quand vous allez placer une fleur de même couleur sur une autre fleur de cette même couleur, donc là une
une blanche sur une blanche par exemple, ça me permet de planter un arbre. Donc je vire la fleur que je viens de mettre dessus et je mets un arbre. D'accord, c'est bien connu, les fleurs se transforment en arbres. Bien sûr. Là l'idée c'est que planter un arbre c'est bien, mais l'idée c'est d'en planter suffisamment, parce que dès que toute une zone va avoir des arbres, je retire le dernier arbre planté et je prends l'animal de la couleur de cette plante-là, de cette fleur-là, que je mets dessus. L'intérêt de cet animal-là, c'est qu'il fera des points en fin de partie, mais en plus de ça, il vous permettra d'accélérer autour de lui les plantes que vous allez poser, les fleurs que vous allez poser, ce qui est très stratégique. Le jeu va tourner comme ça, jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée, et ensuite vous allez compter les points. Donc les zones complétées, les animaux vous font des points, les arbres vous font 2 points également, et puis voilà. En fait, le jeu est extrêmement simple, on va dire en termes de mécanique, c'est tout l'intérêt des jeux un peu abstraits comme ça, comme Cascadia. Vous expliquez le jeu, vous êtes en mode ok, il n'y a que ça. Mais vous allez voir que c'est un peu plus tricky, parce que je vous rappelle que la distribution des fleurs, c'est pas ce que vous... Enfin, c'est pas vous qui choisissez ce que vous prenez, c'est les cartes qui vous imposent les couleurs. Et donc parfois, ça va pas vous avantager, ça va peut-être même vous bloquer certaines zones en vous disant tant pis, je laisse tomber cette zone-là, mais je vais plutôt rendre cette zone-là plus intéressante en essayant d'agencer le mieux. Et en plus, comme c'est 6 cases, plus la zone est grande, plus elle rapporte 2 points. Voilà. Vraiment un jeu qui au final va plaire à tous les gens qui aiment ce genre de jeu comme Azul, comme Cascadia, les jeux d'optimisation en fait en général, avec en plus les illustrations de Vincent Dutrait qui à chaque fois mettent un bon paquet sur les couleurs que je trouve assez sublimes. Enfin là honnêtement il a fait un très beau travail. Il y a des fois des Vincent Dutrait, on se dit mais je sais pas, il y a un truc qui me chagrine. C'est souvent, je trouve, ce n'est que mon point de vue subjectif, quand il travaille les couleurs froides, quand il travaille les couleurs chaudes, je trouve que c'est là vraiment où tout son art ressort. Là, c'est vraiment joli. Hein. Bah ouais, moi je trouve que ça claque. Enfin vraiment, le ton on parle jamais de la technique, évidemment, parce que bon, le monsieur sait ce qu'il fait. C'est évidemment très subjectif. Là, franchement, c'est très joli. Ouais. Sur les couleurs chaudes, ça fonctionne trop bien, du Dutrait. Et c'est très cool l'avantage d'avoir un jeu abstrait qui a une espèce d'illustration un peu poétique comme ça là sur la nature. Je trouve que c'est très joli. Ça met un bon thème sur cette mécanique finalement assez abstraite. Qu'est-ce que je dois expliquer? Il y a Zoro à ta droite ou Popcorn devant toi. Je vais expliquer Zoro. Hop. Je vais expliquer parce que je vais expliquer très rapidement. Jeu de Vincent Vimon et Constantin Dedeyan et illustré par Jeffrey Jensen. C'est un jeu à partir de 10 ans, 1 à 4 joueurs parce que c'est un jeu coopératif. Je l'ai peut-être pas dit dans Utan, mais Utan c'était compétitif. Là c'est coopératif. 45 minutes à 1 heure la partie. Sûrement. Je n'y ai pas joué. J'ai beaucoup envie d'y jouer parce que moi j'aime beaucoup Zoro. Je trouve que c'est un personnage vraiment très cool. C'est une sorte de Batman mexicain, c'est forcément génial. C'est clair, oui, vu comme ça, c'est sûr. C'est pas ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'en plus il a sa Batmobile qui est très cool aussi. Le jeu s'appelle Les Secrets de Zoro. En fait, on joue les descendants de Zoro et l'idée c'est qu'on va venger Zoro, toujours en éliminant évidemment le gouverneur. Ça c'est l'objectif de base. Il y a un petit côté Tower Defense dans ce jeu parce qu'on a un plateau sur lequel va surgir un peu différents ennemis qui sont présentés par des paquets. On a d'autres paquets qui sont plutôt des accessoires, des éléments, des objets qu'on va pouvoir trouver, les objets entre autres comme l'épée de Zoro, son fouet, Tornado éventuellement, qui n'est pas un objet, qui est un cheval quand même, mais qui va servir comme outil pour vaincre le gouverneur. L'idée c'est qu'en fait on a on a un jeu qui va se structurer en 2 phases essentiellement, une phase de jour, une phase de nuit. Phase de jour c'est un peu la phase où on va choper des informations, on va regarder s'il y a des attaques qui sont prévues à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. On va essayer de récupérer des objets, on va essayer de bien s'équiper pour la phase de nuit qui est en fait une phase de combat. On va essayer justement de repousser les armées du gouverneur pour au final essayer d'atteindre le gouverneur et le vaincre. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans le détail que ça parce que finalement c'est un jeu où chacun notre tour on va pouvoir réaliser différentes actions qui sont dépendantes des lieux. Et puis après en fonction des objets vous aurez des capacités. Le but du jeu il est de vaincre le gouverneur, donc pour ce faire, vous aurez juste besoin de bien vous équiper, de bien vous coordonner, tant dans les déplacements, dans les actions, que dans comment arriver à vos fins, tout simplement. Je ne rentre pas plus dans le détail pour Zoro, j'ai beaucoup envie d'y jouer. Je suis comme toi, Zoro c'est un personnage de cœur et ça donne envie. Et mécaniquement, ça a l'air très très correct. Ça a l'air très très cool, j'aime beaucoup les illustrations, je trouve que la patte elle est très jolie. On enchaîne sur Popcorn. Donc là c'est un jeu de chez Yellow, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est compétitif à partir de 10 ans pour 1 heure la partie. Là pareil je pense qu'on est sur 10 minutes par joueur en général, peut-être un peu plus quand on est à 4. C'est un jeu dans lequel on va gérer ses salles de cinéma, finalement on va gérer son cinéma en essayant de récupérer des films qui sont à l'affiche. Ça peut être des films qui arrivent là ou qui vont être en avant-première, qui seront plus chers à récupérer, qu'on va venir glisser dans nos salles du coup. Et ensuite, on a un petit sac ici dans lequel il y a des spectateurs qu'on va aller piocher et qu'on va aller placer sur des sièges. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va essayer de coordonner, on va essayer d'agencer au mieux
le type de spectateurs qui viennent voir nos films avec le type de film qu'ils sont venus voir. Donc forcément, vous avez 4 couleurs de spectateurs, donc les verts, les rouges, les bleus et les jaunes, qui correspondent aux couleurs de films qu'ils veulent voir, et qui peuvent correspondre également à des sièges. Ça, c'est intéressant parce qu'au début, vos sièges sont noirs, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez poser des visiteurs, les spectateurs, ils vont pouvoir activer n'importe quel siège. Mais si j'ai un siège comme ceci, il vaut mieux que j'y pose un spectateur bleu, parce que sinon, le pouvoir du siège ne s'activera pas. Hop, j'y reviens de suite. Donc, comment se passe une partie? Ça va durer de mémoire, j'ai plus le nombre de manches, il me semble qu'il y en a 4 ou 5. Je ne sais plus. C'est pas très grave. C'est pas le plus important. Exactement. On va à chaque manche du coup dérouler différentes phases. On a notamment un tour de jeu que je trouve très bien fait. Voilà, qui réfléchit en plus derrière les icônes qui sont importantes. On a un premier tour de jeu. La première phase, c'est la phase d'achat. On va pouvoir notamment récupérer des films. Donc soit vous récupérez des films en avant-première, ils sont plus chers, mais ils vont vous permettre de récupérer immédiatement un spectateur de la couleur du film acheté. Donc ici soit vert, ici soit rouge, ici soit bleu, que je mets dans mon sac. Soit j'achète un de ces films-là, qui sont en fait les films en cours, entre guillemets, mais eux ils coûtent ce qu'ils coûtent en fait finalement, pas forcément plus cher qu'une avant-première. Si j'achète un film, hop, je vais pouvoir le glisser immédiatement dans une salle. Donc, King of Tokyo, ça me dit quelque chose, ça a l'air sympa. Oui, il est très très cool ce film, vraiment très sympa. Il n'est pas assez long à mon goût, mais vraiment très très cool. On va avoir également la possibilité d'acheter des sièges. Donc vous avez des sièges pour une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes. Le mieux étant de faire correspondre les couleurs de sièges aux couleurs de film. Donc si j'achète cette tuile-là, c'est bien, je peux la mettre là, parce qu'au moins il y aura un siège qui correspond à la couleur du film, ça va être intéressant pour déclencher notamment des pouvoirs. Une fois qu'on a acheté au moins une affiche ou éventuellement des sièges, on va pouvoir passer à la phase 2 où on va du coup piocher différents personnages, et on pioche autant de personnages que l'affluence qu'on a. Donc ici vous avez un niveau d'affluence que vous allez pouvoir augmenter. Là je suis au niveau 2, donc je peux piocher 4 personnages. Donc là je vais essayer d'en piocher pour l'exemple ceci, ceci et ceci. Voilà, j'en ai pioché 3. Et ensuite je vais pouvoir les placer. Donc évidemment je vais éventuellement placer... Alors les blancs c'est cool, ils se mettent où ils veulent et puis ils activent quoi qu'il arrive, donc je vais plutôt le mettre là en fait. Et l'idée c'est que lui je vais l'activer ici et lui je vais le mettre là. Voilà, hop. J'ai placé mes bonhommes et maintenant je peux activer les différents sièges et notamment les salles si elles correspondent à la couleur. Donc là forcément l'effet de mon siège s'active puisqu'il est noir et que lui du coup le siège noir s'active tout le temps, donc là je gagnerai 1 sou. Là je pourrais récupérer, si je dis pas de bêtises, pardon, une affiche, il me semble que c'est ça, ou alors c'était un bonus, j'ai plus l'icône en tête mais c'est pas grave. Et là je vais pouvoir gagner 2 points, ce sont les popcorns qui sont ici. Voilà. Une fois que j'ai activé ces bonhommes là, ils vont dans la sortie, qui va être ici. Quand mon sac sera vide, je vais pouvoir récupérer ce qui est là et le mettre dedans. Comme j'avais activé ici un bonhomme vert et qu'il y avait une affiche verte, je vais pouvoir activer les premiers bonus. Ici notamment c'est un bonus de réclame, je ne rentre pas dans les détails de bonus de réclame, mais ça vous permet notamment de récupérer des petits bonus en lien avec la couleur. Au fur et à mesure que le film va, entre guillemets, passer, en fait au bout d'un moment il va vieillir et donc il n'y aura plus de bonus. Quand il n'y a plus de bonus, l'affiche va dans mes archives et ce film là je le garde, potentiellement pour plus tard ça peut servir. Mais l'affiche, c'est bon, le film il a fait son temps, maintenant je vais pouvoir récupérer d'autres affiches pour faire passer d'autres films, donc je vais toujours adapter en fonction de mes visiteurs dans mon sac, mes affiches et surtout mes sièges que je vais pouvoir acheter à chaque tour, une affiche, etc. Évidemment, les points de victoire sont générés par l'affluence, par les différents clients, par les différents bonus que vous aurez récupérés. Les points de victoire, c'est simple, ce sont les popcorns. Les popcorns, ce sont les points de victoire. Tout simplement. Celui qui a le plus de popcorn à la fin de la partie l'emporte. Relativement simple. Il n'y a pas... Ah, attends, il y a pas fait tomber un popcorn. C'est bon. Hop. Il y a en vrai, popcorn, ça finit toujours un petit peu par terre. C'est vrai. Il n'y a pas de... Alors l'avantage, c'est que je trouve que le jeu, en fait, la mécanique sert très bien le jeu. Et le petit plus que je trouve intéressant, c'est les illustrations, comme ce fameux film de Abracadab. Je trouve la référence très très cool. Ça a l'air génial. Si vous n'avez jamais vu le film, l'assaut final, franchement, l'assaut final. J'ai une préférence pour le 3e notamment. Et on a... Moi j'aime bien le 4. Bien le 4. Hein. Je crois qu'il n'existe pas. Et on a la marraine aussi que je trouve assez cool. J'aime beaucoup le travail des illustrations. La thématique du jeu, honnêtement, je la trouve très originale. En plus, ce jeu, il faut savoir qu'en plus on vous le présente là, mais il est sorti techniquement mercredi. Parce que tous les films sortent le mercredi, donc ils ont décidé de sortir Popcorn le mercredi. C'est pas forcément un jeu qui va être très compliqué, notamment dans ses mécaniques de jeu. Bon, il y a peut-être 2-3 icônes qui vont vous paraître un peu floues, puis après ça va aller tout seul. Oui. Mais après, je trouve qu'il a ce côté... Finalement, on dit souvent que les jeux sont soit famille plus, soit initié, soit
initié plus. Moi, je trouve qu'il est finalement initié moins, j'ai envie de dire. C'est un peu dénigrant. Donc, plutôt, on est sur du famille plus. C'est pas dénigrant du tout. Non, mais c'est bien, ça permet de le positionner. Il y a plein de petites choses, de petits aspects qu'il faut essayer de prendre en compte, notamment sur les affiches et sur les sièges, de façon à coordonner vos visiteurs avec les salles, avec les sièges. Chose que j'ai aussi pas dit, vous allez peut-être me dire, en termes d'interaction très genre, il n'y en a peut-être pas beaucoup, il y en a une notamment, c'est que quand vous récupérez des visiteurs, c'est depuis une réserve, quand la réserve est vide, vous allez pouvoir les récupérer chez les autres, dans les salles de sortie en fait. Donc quand les visiteurs sortent d'un cinéma, ils peuvent se précipiter vers un autre cinéma. Ce que je trouve très cool parce que ça vous permet de vous adapter à votre public. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour par ici, on va enchaîner. Recoucou, cette semaine, dans le rayon des jeux à deux, vous pourrez retrouver Sail. Vous auriez pu également le trouver dans le rayon des jeux coopératifs, vu que c'est un jeu coopératif à deux. Un jeu d'Akiyama Koryo et Kosu Yusei, illustré par Weberson Santiago, tel que c'est bien écrit. Donc 2 joueurs pour des parties de 20 minutes, oui, c'est ça. Et il le recommande à partir de 11 ans, ce qui est un peu inhabituel. Oui. On a des typologies un peu en France, et c'est plutôt 8, 10, 12, 14. Oui. Là c'est 11. C'est un jeu dans lequel on va faire naviguer ce petit bateau sur ce plateau, en évitant la terre, parce que la terre ça nous bloque, en évitant les tentacules, parce que ça fait des attaques du Kraken, et les attaques du Kraken ça va précipiter votre défaite, en arrivant à passer les tempêtes à des moments bien précis. Si vous n'avez pas passé les tempêtes au bout d'un certain nombre de tours, vous avez également perdu, pour arriver, hop là, sur les petits tanks, ici à Bonport. Il y a plusieurs scénarios, avec des mises en place différentes. Premier scénario, vous allez jouer sur ça de longueur. Là, on a la complète avec des kraken partout. Je ne sais pas quel scénario nous avons mis, mais on est plutôt dans un scénario avancé. Comment va-t-on faire pour faire avancer ce bateau? Eh bien, on va le mettre sur la case de départ. On va chacun choisir un pirate qui vous donne un petit pouvoir asymétrique, ça c'est toujours bienvenu. En début de manche, on va remettre notre compteur de plis à 0, donc on a ce petit plateau, puisqu'on va être face à face, comme dans la plupart des jeux de plis, en fait, il va y avoir le plateau au centre, les joueurs face à face et tout le matériel au milieu, évidemment. On va distribuer des cartes aux joueurs, et c'est parti. Hop là, on reçoit des cartes. Alors ces cartes, elles vont être numérotées de 3 à 9, si je ne dis pas de bêtises. On va, comme dans la plupart des jeux de cartes, avoir tendance à les trier comme ceci, parce que c'est bien pratique. Il va y avoir un joueur qui a la main, ça va être indiqué par ce petit compteur de manche, suivant de quel côté est le jeton, on sait qui commence. Et comme dans la plupart des jeux de plis, je vais ouvrir avec une carte, et donc la personne en face va devoir répondre avec une carte de la même couleur. Sauf si ce n'est pas possible et que cette couleur n'est pas dans la main de mon coéquipier ou de ma coéquipière, mais là en l'occurrence c'est le cas. Eh bien on va dire que par exemple, hop, on me répond avec ceci. On va avant tout regarder les symboles, les petits icônes que nous avons ici. C'est plus important que les valeurs. Les valeurs sont aussi importantes, vous allez voir. On va regarder si on a une paire de barres. De gouvernail. De gouvernail, merci. Si c'est le cas, eh bien, durant cette manche, la personne qui a gagné le pli, à savoir moi, de mon côté, va faire avancer le bateau de son côté. Tac, puisque le bateau va toujours avancer d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas aller tout droit comme ceci, sauf cas particulier, pouvoir de pirate, etc. Mais là, de toute manière, on ne pourrait pas parce qu'il y a de la terre. Clac. Si jamais il y a un ou plusieurs tentacules du Kraken comme ceci, nous allons subir autant d'attaques du Kraken, et ça peut faire très mal. Comment ça se passe les attaques du Kraken? Nous avons ici ce magnifique meeple tentacule, hop là, le Kraken qui va s'énerver de plus en plus, il s'énerve à fond, on a perdu. Et bien là, il est au minimum, on nous dit que lors d'une attaque, on va tirer 3 cartes, et bien, alors ça c'est pas censé être par là, mais hop là, voilà, comme ceci. Tac, 1, 2, 3, on les met dans la défausse. Et donc du coup, on épuise le paquet du Kraken. À un moment, si il y a la carte Kraken qui arrive, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on va faire avancer le Kraken, donc potentiellement il va tirer de plus en plus de cartes, et de toute manière, ça nous fait progresser vers la défaite. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que si à un moment le Kraken apparaît, et qu'il n'y a plus d'autres cartes dans ce paquet, on a perdu là aussi. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour remettre des cartes dans ce paquet? Eh bien, je vous ai dit que lorsqu'on résolvait les icônes, c'est super important. Et par exemple, si nous avions joué quelque chose comme ceci, un canon. Ici, nous avons le Kraken qui essaie de nous attaquer, mais on lui tire dessus au canon, donc on attaque le Kraken. Donc, on va pouvoir rajouter des cartes sous la carte Kraken ici. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, quand le Kraken va s'énerver et qu'il va repartir en dessous, il y aura une petite pile de cartes par-dessus lui.
c'est une mince défense contre l'échec. Parce que, honnêtement, il revient souvent. En plus, on va tirer de plus en plus de cartes. Mais il faudra faire des attaques de Kraken pour aller essayer d'enterrer un petit peu la carte Kraken. Voilà donc. Il y a d'autres symboles qui vont apparaître, qui vont être utiles dans le jeu. Mais vraiment, les plus importants, c'est de se dire, ok, deux gouvernails, on avance. Kraken, il y a une attaque du Kraken. Si on a un canon et un Kraken, c'est nous qui attaquons le Kraken. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres cas de figure. Il y aura les sirènes qui vous permettront d'avancer tout droit, si je dis pas de bêtises. On y a joué, Alex, Oui, au jeu. On tout n'a à jamais fait. réussi à jouer les sirènes, donc non. je ne me rappelle plus quel effet elles sont. Il est fort quand même l'effet de la sirène. Hein. Oui, ouais. Vous avez une aide de jeu, hein. Donc, enfin, vous avez plusieurs aides de jeu. Oui. Le jeu est assez clair là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est dur de jouer la sirène? Parce que, en fait, si je joue par exemple la sirène en gris, comme ceci, hop là, elle est mise à l'endroit, et bien forcément tu vas devoir me répondre en gris, tu pourras pas me répondre avec la sirène, vu que c'est moi qui l'ai, et qu'il n'y en a qu'une par couleur. Donc en fait, il faudrait que je t'épuise, que toi volontairement tu t'épuises sur une couleur dans ta main, pour avoir la liberté. Donc là, en l'occurrence, il faudrait que tu t'épuises sur le gris, hein, pour avoir la liberté de jouer autre chose. Et donc, si tu avais une sirène d'une autre couleur et que tu as le gris épuisé, pim, tu pourrais répondre avec ta sirène. Et là, on fait un très joli tour. Hein. C'est assez technique. On n'a pas le droit de communiquer durant les manches. Entre chaque manche, on a le droit de se dire ce qu'on veut. Et à partir du moment où on commence à jouer les cartes, c'est fini. Une fois qu'on aura gagné... Enfin, c'est plus précis que ça. Une fois que l'un des deux joueurs aura gagné 4 plis, puisqu'à chaque fois qu'on gagne des plis, tac, 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 on compte, on avance. Dès qu'un joueur aura gagné 4 plis, c'est la fin de la manche. À ce moment-là, on va progresser sur la piste de manche. À ce moment-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va vérifier si ici et ici, on a passé les orages qui sont situés sur le plateau. Et bien sûr, on a 5 manches pour essayer d'arriver à bon port. Sinon, là aussi, on a échoué. Plein de moyens d'échouer. Un seul moyen de gagner, arriver ici, à bon port, avec notre bateau. Première partie, je vous assure que ça va être un petit peu technique, que ça va pas être évident. Je vous recommande d'être un minimum à l'aise avec du jeu de plis. Un minimum. Moi, je suis pas un grand fan de jeu de plis, j'aime quand il y a des originalités dans les jeux de plis, parce que sinon, c'est un peu du copier-coller. Là, il y a de l'originalité à 100%. Je pense que dès la deuxième partie, on a nos petits automatismes, on n'oublie pas de compter, hop, les petits icônes, de changer les cartes, on s'organise, bref. Première partie, vous allez voir que vous allez énormément hésiter, c'est normal. C'est super original, c'est vraiment, vraiment super original. Heureux d'avoir quelque chose comme ça qui change en proposition, jeu à deux, coopératif. On reste dans le coopératif, mais on va dans le rayon des jeux d'enquête. Alice a refait tout l'affichage comme ça dans la boutique. C'est vrai qu'il commençait à vieillir. Ouais. Et en plus, on a changé un petit peu l'organisation. Avant, les jeux d'enquête, ils étaient dans le rayon coopératif. Avec les jeux coopératifs, ça cohabitait. Maintenant, ils ont un rayon rien qu'à eux. Juste à côté des puzzles. Ça fait relativement sens. Et donc, dans ce rayon des jeux d'enquête, il y a Magicarta. Magicarta qui, officiellement, est sorti la semaine précédente. Voilà. Il est là. Un jeu d'énigmes narratif, comme c'est bien écrit sur la boîte. C'est un jeu de Fanelia et Taharn. Fanelia que vous connaissez probablement pour la clé, mais également les puzzles enquête. Il y a la petite sirène, il y a le petit chaperon rouge. Oui. Je n'ai plus les autres, mais je crois que c'est surtout ces deux-là. J'ai joué avant-hier soir, hier soir, si je dis pas de bêtises. C'est super bien fait. C'est vraiment super bien fait. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant. Vous verrez quand vous passez à la boutique ou quand vous allez dans votre boutique ludique locale, ça pèse une brique. C'est impressionnant. Énormément de matériel là-dedans. Des super plateaux, super épais, plein de cartes. Bref, on y joue le fantôme d'une personne qui arrive dans un monde un peu magique, un peu féerique, un peu enchanté, mais bon, qui ressemble un petit peu à un pays où les bons les fantômes, donc pas forcément des plus joyeux. On est loin d'être sur un jeu triste. Je trouve que l'ambiance est plutôt bonne enfant, hein, en général. Et cette personne va essayer de se rappeler qui elle est, ce qu'elle fait là, essayer de se rappeler de sa vie passée, etc., etc. Tout ça, ça va être sous forme de plein de petites énigmes qui vont s'enchaîner, essentiellement basées sur de l'observation, déduction, comme souvent dans les jeux de Fanelia. Un charme incroyable visuellement. Bon, alors évidemment, c'est toujours très subjectif, mais sur moi, ça a vraiment très bien marché. C'est dommage que ça ne sorte pas à Halloween, parce qu'il y a cette petite touche un peu automnale, hein, avec les feuilles d'arbres orange, l'histoire de fantômes, etc. Comment est-ce que ça fonctionne ?
En gros, vous allez jouer en chapitres. Il y a 9 chapitres. Le premier chapitre, par exemple, vous le ferez en plus ou moins une demi-heure, le temps d'être à l'aise avec les règles. Mais je pense que si on était à l'aise avec les règles dès le début, ce serait fait en un quart d'heure, 20 minutes. Règles qui sont pas si lourdes que ça, hein, mais il y a plein de petits icônes à connaître et à maîtriser. Une fois que vous les connaissez, ça va rouler tout seul. On va dérouler, dans un premier temps, des cartes. Carte numéro 1, vous lisez ce qui est marqué dessus, ça vous renvoie à la carte numéro 2, vous lisez ce qui est marqué dessus, etc. etc. Ça, c'est de la narration. Il ne faut pas avoir peur des jeux où il y a un petit peu de texte. Si vous êtes habitué à faire des jeux d'enquête, normalement, vous n'allez pas être perdu. Hein. C'est plein de petits dialogues, plein de petites interactions entre les personnages. C'est plutôt bien écrit, c'est mignon comme tout. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'y jouer, quand vous y jouez à plusieurs, en vous répartissant les personnages. Admettons, dans cette scène, on voit qu'il y a 2 personnages. Et bien, moi, je vais prendre le personnage du fantôme, et toi, Alex, tu vas prendre le personnage, hop là, de la mort. C'est les 2 personnages qu'on voit au début. Elle a un prénom, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un prénom rigolo. La mort est très marrante dans ce jeu. Et on va leur inventer une petite voix, on va leur mettre des petites intonations, et puis comme ça, en fait, le texte va être un plaisir, plutôt que simplement le lire bêtement de manière monocorde. On arrive au bout du texte, et là, tac, on va avoir une énigme qui apparaît. Cette énigme, elle va nous demander de faire appel à des petits artefacts. Ces artefacts, ce sont des objets que l'on va collecter dans notre aventure. Et quand on nous dit qu'on doit utiliser l'artefact de la lampe et l'artefact du parchemin, et bien on sait que l'artefact de la lampe, il nous demande de regarder où sont les petites lucioles qui vont nous donner des indices sur le plateau. Et l'artefact du parchemin, si je me rappelle bien, c'est pas un gros spoil, vous inquiétez pas, nous dit qu'il y a des lettres à trouver et qu'on va faire des anagrammes, par exemple. En fait, suivant les artefacts qu'on me donne, je sais ce que je dois comprendre, ce que je dois résoudre. Ça me dit pas vraiment, ça me dit absolument rien sur la solution, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On résout l'énigme, un peu comme dans Unlock, on fait disparaître toutes les cartes précédentes et on repart sur une petite narration, on explore, etc. On a plein de petits plateaux, on va faire déplacer notre pion de fantôme sur ce plateau, aller dans des lieux, parce qu'en fait on va rajouter des cartes qui vont changer les lieux que l'on visite. Bref, c'est vraiment super riche, je trouve que la narration est bien faite. Il ne faut pas avoir peur, une fois de plus, d'un petit peu de lecture, mais si vous sentez que c'est le genre de jeu qui peut vous parler, franchement, foncez. Hein. Je crois que je passe momentanément la main à Alice. Tu peux piquer ce petit micro. Et moi. J'espère juste qu'il y aura assez de batterie pour ton passage. Mais... Oui, ça va être rapide. C'est Cliché criminel ici, qu'on a mis aussi avec les enquêtes, puisque c'est une enquête. C'est 3 enquêtes photographiques de David Simian et Pierre Voyer. C'est du coup par Blue Cocker. C'est interdit aux moins de 16 ans parce que c'est des enquêtes avec des photos réalistes. Donc il y a des gens morts dans des conditions sordides, des affaires sordides, etc. C'est pour 2 à 6 joueurs et c'est environ 1 heure les parties. C'est un jeu d'enquête du coup assez réaliste, vous voyez, avec petites photos, il y a des documents, donc vraiment c'est comme un vrai détective, on vous refile les preuves et après bah, vous débrouillez. Sachant que vous allez avoir aussi besoin d'une application qui est évidemment gratuite. C'est elle qui va vous permettre de ne pas lire les règles, elle vous prend par la main, elle vous explique au fur et à mesure. Elle vous permet aussi de... vous pouvez lui demander des indices. Alors soit vous lui dites de parler à voix haute, soit vous lisez le texte, si vous avez la flemme que la dame vous parle directement. Et ça va être cool parce qu'elle va vous poser des questions et vous allez pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc des questions sur ah bon, mais vous pensez que c'est qui a fait ça, etc. Mais vous pouvez aussi revenir en arrière si vous pensez que vous faites fausse route. Des fois, elle vous le dit en disant ah ouais, c'est pas mal ce que tu dis, mais ça colle pas, faudrait. Et elle repose une autre question pour vous diriger. Mais il y a aussi des fois où elle vous dit clairement, elle nous a parlé trop mal quand il y a Cannes. Elle dit non, mais tu te prends dans un film d'enquête et tout, c'est nimp, reviens en arrière, tu dis de la merde, quoi. En gros, vraiment. Elle nous a parlé mais comme du caca. Et donc du coup vous pouvez revenir à la question précédente ou celle encore d'avant si vous dites ok bon là je sais plus, vous n'avez pas envie de vous divulgacher comme on dit les réponses, donc voilà vous avez le droit de revenir en arrière et ça je l'avais pas vu ailleurs pour l'instant en tout cas dans les jeux d'enquête. Petit truc cool, c'est que dedans ce sont des photos avec plein de gens du monde ludique. Voilà. Ouais. Il y avait, dans l'enquête qu'on a faite, il y avait monsieur Florian Siriex, par exemple. Et Benoît Turpin, je crois. Et Benoît Turpin. Voilà, monsieur Siriex était mort dans d'atroces conditions. Voilà, c'était Cliché criminel. On va pouvoir se retrouver derrière le comptoir. Et recoucou. Recoucou. Pour derrière ce comptoir. C'était pas ça. Ce derrière le comptoir. Oui. Oui, alors là, moi j'allais te suivre. Hein. Allez, vas-y, bon, allez, on est parti. Ce derrière comptoir. Ce derrière comptoir.
Donjons et chatons aux sources de la magie. Oh, C'est enfin, la supplément. campagne pour Donjons et chatons. Une campagne complète comme ceci qui va me permettre d'apprendre plein de choses sur l'univers de Donjons et chatons. D'où vient la magie? Comment les animaux sont-ils devenus des créatures intelligentes qui parlent, qui sont douées de conscience et qui ont du coup bien pris la place de l'humanité? Mais qu'est devenue l'humanité? Est-ce que l'humanité au final ne serait pas derrière tout ceci? Tout ça vous allez le découvrir dans la campagne. Mais c'est ouf, ça a l'air génial. Je l'ai lu en diagonale quoi là ce midi. Ouais, je suis trop chaud. Presque Mais envie waouh. de faire du donjon et chaton. Tu veux pas qu'on fasse ça? On fait Fabula Ultima et Donjon. On peut mixer les deux. Jouer à donjon et chaton avec les règles de Fabula Ultima, je pense que ça passe. Je pense que c'est Nos dommage. persos de Fabula Ultima joueront en interscénar Waouh. à Donjons et Chatons. Voilà. Non, mais je vais jouer, J'aime ça a l'air bien génial. les humains, ils les appellent les gros tout nus. Ils ont pas de pelage, ils sont très grands, c'est les gros tout nus. Bon bref. C'est super cool. Hein. Oh là Je m'étais là. jamais trop penché sur Donjons et Chatons et lire cette Maintenant, campagne t'as en des diagonale gros comme tout nus, ça, t'as envie d'y jouer, quoi. j'ai envie de lire le livre de base, je vais sûrement l'acheter évidemment, allez hop, un petit peu plus d'argent, Allez. mais c'est pas grave, c'est pour la beauté du jeu de rôle, on aime ça, hop, on va le mettre ici en évidence. C'est un jeu de rôle qui plaît de plus en plus, c'est une création française, très Ouais, content, ça, de trop proposer bien. ce genre de choses. Joyeux bazar à l'image de ce derrière le comptoir, Comme toujours. un jeu Loki à partir de 3 ans, on peut jouer tout seul mais c'est dommage, et jusqu'à 5 personnes, ça va durer pas plus de 10 minutes, c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, et illustré par Henk van der Gugten. Bravo. Ça va. C'est plus que quand on va dans les pays slaves qu'on va avoir du mal, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. C'est un jeu de mémoire, en quelque sorte, un petit jeu de mémoire qui est malin comme tout et qui va vous motiver à ranger tout ce qu'il y a dans votre Je chambre. vais incliné pour pas que j'ai de Tu me reflets. dis stop. Vas-y, hop, D'accord, à voilà. la verticale. Exactement. Très bien. Et bien, je vais me pencher comme ceci. Voilà. Nous avons notre lit. Nous avons ici le petit compteur d'étoiles. Et nous avons ici notre bazar et les coffres dans lesquels les ranger. On prépare un petit peu le bazar, ce sont des petites tuiles de différentes formes. Et je vais retourner une tuile et hop là, je tombe sur un petit jouet hélicoptère. Je vais devoir le ranger dans le bon coffre. Le truc, c'est que ces coffres, on a pu les observer en début de partie et on va essayer de mémoriser puisqu'ensuite on les met face cachée et qu'on voit beaucoup moins ce qu'on est censé y mettre. Alors il y a des petits indices des fois, il y a des petites choses qui dépassent, etc. Bon, je me dis, allez, l'hélicoptère, moi je pense qu'il va là. Ok, tant mieux. On vérifiera en fin de partie si c'est bien le cas. Par élimination, si un objet ne se trouve ni ici, ni ici, ni ici, c'est qu'il va aller dans mon lit, parce que j'ai le droit quand même de m'emmener un ou deux petits jouets, un ou deux petits doudous dans le lit lorsqu'il est temps d'aller dormir. Attention, parmi les objets qu'on va trouver ici, il y a des étoiles. Vous retournez l'étoile. Oh mince, non, une étoile, ça va nous faire progresser vers le temps du dodo. Et on aimerait bien avoir tout rangé avant qu'il soit temps de faire dodo. L'étoile, évidemment, on va le remettre face cachée. Il faudra mémoriser où elle est. Ce qui va pouvoir nous aider, c'est éventuellement sa forme. Un triangle, on sait que dans ce coin-là, il y a des triangles, c'est une étoile. Voilà pour le petit joyeux bazar. Love Letter Arkham. Waouh. Basiquement, c'est un love letter dans lequel on retrouve les personnages de la série de jeux Horror Arkham, donc c'est cool si vous connaissez les personnages investigateurs de cette série de jeux. Mécanique en plus, il y a des cartes de folie, si vous devenez fou, eh bien vos cartes font des effets plus cool, plus puissants, mais à partir du moment où vous êtes fou, si jamais vous devez tirer une autre carte de folie, vous êtes éliminé. Le matériel est vraiment cool. On a C'est le Love petit Letter sachet. avec de la prise de risque en plus. En plus, derrière, il y a un des peu petits de jetons ça, là, alors. regarde. Oui, il y a un petit peu de ça. Après, on choisit pas trop non plus quand on devient fou, hein, donc tu subis le truc. Qu'est-ce que tu me montres? Mais les jetons là, ils sont trop stylés. Ah, parce que je croyais que tu montrais les protège-cartes. Je ne sais pas si on Ouais. a ces protège-cartes là. Le matériel est très sympa, en tout cas. Ouais, c'est cool, ouais. Et on a une vraie petite boîte de rangement. Oui. Contrairement à la plupart des love letters où c'est dans le petit sachet de transport. Là, on a les deux. Exactement. Et Qui ça, s'ouvre comme un Alice, livre. c'est plutôt pour toi. Ouais. La nouvelle extension, mais standalone aussi dans l'univers de Ville, enfin l'univers Disney, mais dans la gamme de jeux Villainous où vous incarnez les méchants Disney. On a des boîtes d'habitude de 3 joueurs, enfin de 3 persos. On a eu dernièrement la boîte avec un seul perso, c'était Oogie Boogie. Là maintenant, ils font une boîte avec 2 persos. Voilà. Bon, à un moment, ils vont se mettre d'accord. La prochaine, c'est 1,5. Ça me paraît T'as bien que ça. les cartes et tu Voilà. vas avoir le mec après dans l'autre boîte. Donc ici, vous allez incarner soit sa sucrerie, c'est le méchant dans Les Mondes de Ralph, premier du nom, ou Shere Khan, le méchant de Mowgli.
Voilà donc le livre de la jungle. Ici, Shere Khan, son but, ça va être d'éteindre les feux, parce que vous allez avoir des petits jetons qui vont se mettre dans votre royaume. Et en plus, ces jetons vont se mettre sur les emplacements des actions, un peu comme des fatalités, mais qui sont vraiment sur des actions précises. En plus des cartes fatalités qui viendront aussi vous planquer vos royaumes. Et donc vous allez devoir les éteindre avec des cartes bien évidemment, mais aussi trouver Mowgli et le défoncer. Voilà. K, de ce que j'ai vu, est quand même très utile parce que vous avez son personnage qui va pouvoir vous aider, mais en plus vous avez ses yeux hypnotisants et ses anneaux qui peuvent se défausser à la place de K quand ils attrapent quelqu'un d'autre mais sur un autre endroit. Ok, cool. Donc voilà, il peut être à 3 endroits à la fois, en gros, avec ses yeux, lui-même et ses anneaux. On a par contre sa sucrerie, c'est la première fois qu'on voit ce plateau. Il est vraiment hyper original. Oui. Son plateau, en fait, c'est un circuit en 8. Donc en gros, il n'y a aucun royaume. C'est genre juste voilà, un circuit comme ça, et donc votre pion va se déplacer. Vous allez annoncer en début de votre tour entre 1 à 4 de déplacement, et vous allez avancer, hop, et vous arrêtez là où vous avez annoncé, et vous allez pouvoir utiliser l'endroit où vous êtes, mais aussi celui qui est juste derrière et juste devant. Vous allez jouer vos cartes et votre but, ça va être de battre Vanellope von Schwytz à la course. Donc une fois que vous avez réussi à sortir la carte Vanellope, à lui trouver 2 cartes bug et à lui avoir mis dessus, là vous allez mettre son petit jeton sur la ligne de départ et vous aussi, et vous allez lancer la course, et là vous allez essayer d'avancer. Il y a des cartes pour ralentir Vanellope ou des cartes qui vont vous ralentir, qui vont évidemment vous cacher des morceaux de circuit. Vous avez quelques cartes qui vont vous permettre d'utiliser les pouvoirs même s'ils sont planqués sous des cartes fatalités. Et donc du coup, bah voilà, si elle arrive avant vous à la ligne d'arrivée, vous n'avez pas perdu, parce que c'est pas un jeu où vous pouvez perdre, c'est qu'un jeu où vous pouvez gagner. Mais par contre, du coup, elle enlève tous ses bugs et il va falloir refaire la manip de lui mettre ses bugs et refaire la course avec elle. Voilà, c'était donc l'extension de Villainous, sa sucrerie. Et on enchaîne avec un autre Arkham. On revient dans du horror Arkham, l'extension de campagne, la cité engloutie, avec Clou-Clou, il est ici. Dis bonjour à Clou-Clou. Est-ce qu'on a déjà les investigateurs? Non, ils sortent pas encore. Après. Ils aiment bien faire ça en décalé. Oui. Bon, si vous connaissez déjà Horror Arkham, cette boîte vous l'attendez probablement beaucoup, puisque dedans il y a l'illustre Cthulhu, qui est basiquement le mélange entre Godzilla et un encorné, avec des ailes de chauve-souris. Si vous ne connaissez pas Horror Arkham, vaut mieux pas commencer par cette boîte-là, parce qu'il y a une boîte de départ, mais quand même, on le rappelle, c'est du jeu coopératif qui marche très bien en solo. Avec du deck building, mais en fait vous allez créer votre deck entre chaque partie, et ce deck d'investigateur, il va vous permettre d'affronter de terribles créatures et des mystères insondables tels qu'on aime les avoir dans l'univers de Lovecraft. Hop, on va passer au retour en stock. Non, attends, nouveauté d'un autre univers. Il était dans mon dos, il était dans mon angle mort. Un univers aussi très classique à la Lovecraft, donc pas encore tombé dans le domaine public. Tu l'as pas vu parce qu'il est passé en vitesse lumière. J'ai pas compris la ref. C'est Star Trek, tu connais pas. Et voilà. Voici tous nos produits Star Wars Unlimited, la nouvelle saison, passage en vitesse lumière. Donc il y a les boosters classiques, il y a les boosters collector, voilà, Carbonite édition, mais par contre c'est en anglais ici. Elle est où Rey? Je les connais pas moi ces personnages. C'est dans quel film ça? Moi j'attends Kylo Ren. C'est dans le 8 ou dans le 9? Ne laissez pas de commentaires à ce que vient de dire Antoine. Je sais pas, moi j'ai pas vu les vieux, ça doit être démodé, ça a l'air chiant. Et donc les dates de démarrage Han Solo et Boba Fett. Voilà les nouveaux produits Star Wars. Maintenant on va pouvoir passer au retour en stock. On va chercher la pile. Est-ce qu'elle est grosse la pipile? Elle est grosse. Oh là là, attends, je débarrasse. Vas-y, j'ai débarrassé. Un petit peu. Hop. L'auberge pirate, retour. On l'avait pas vu depuis un moment. Au moins un an, je pense. Oui, quelque chose comme ça. Je pense. Voilà, petite gamme de boîtes en fer de chez Ori Games. Love Letter, ça fait 2 mois que vous nous le demandez, non j'exagère, mais enfin pas loin. Ouais, et il est revenu du coup dans le même packaging que le Lovecraft, enfin le Arkham. Mais oui, ça fait sens. Et oui, ils refont toute la gamme du coup comme ça. Retour de Lutz, lui parti pas trop longtemps, mais bien content de le retrouver quand même, parce que vous nous l'avez demandé un petit peu. Ouais. Chronologique, yes, enfin. Je petite vous invite, absence quand même. Ouais, petite absence quand même. Si vous avez aimé ceci, je vous invite
à nous passer un coup de fil, ou d'ailleurs votre boutique locale si vous n'êtes pas du coin, pour réserver la prochaine boîte qui arrive. Cusco, elle a l'air trop bien. Ça va avoir un énorme succès et ça risque d'être également en rupture, puisque les usines ne peuvent pas imprimer des centaines de milliers de jeux, il y a des limites physiques, et donc si vraiment vous voulez y jouer, ça vaut le coup de prévoir le coup en avance. Il a l'air très bien le Cusco, ouais. Retour de Diamant dans son nouveau look également. Roulement de tambour. Oh, mais celui-là, je savais même pas qu'il serait réédité. Hein. On Trop bonne l'attendait surprise, plus. Hein. trop content. C'est Longueur d'onde. Oh là là. Plus édité depuis, je sais pas, 3 ans. Ouais. 2-3 ans. 2-3 ans, ouais, au moins. On avait vraiment adoré, nous. Ce qui est marrant, c'est que tout début, quand il est sorti, le jeu n'a pas cartonné du tout. On a un peu galéré à le vendre. Pourtant, nous, on était complètement convaincus. Ouais. Impossible. Après, il est tombé en rupture. Il y a un bouche-oreille qui s'est fait. Tout le monde voulait Longueur d'onde. Mais évidemment, c'était trop tard. Et pendant 2 ans, on vous a dit, bah non, désolé. Il sera plus jamais édité. Il sera sûrement plus jamais édité parce que on n'a pas d'infos. Et donc, en général, quand on n'a pas d'infos, c'est un petit peu ce qui arrive. Il revient tel quel. C'est trop Exactement cool. Pareil, ouais. Je vais pas vous le pitcher là parce que du coup je l'ai pas pitché depuis 3 ans et a joué depuis environ à peu près la même jeu quantité d'équipe de temps. en fait, jeu d'équipe et de devinettes et association d'idées sur une échelle. Avec un système de chaud-froid avec une petite échelle avec un espèce de cadran en plastique, on se dit oh là là c'est quoi ce gadget, mais en fait non, c'est trop bien pensé et indispensable et on pourrait pas jouer sans ça. Et en plus je trouve un look d'enfer dans votre ludothèque. Franchement Longueur d'onde pour moi il coche toutes les bonnes cases du jeu d'ambiance. Inespéré hein. Moi je l'ai vu, j'étais là. Hein très bonne surprise. Des breaks, yes, enfin, parce que ça vous nous le demandez. Il est en rupture hein. Il est ce qui nous reste. il est en rupture. Bon, ne tardez pas trop si jamais ça vous fait de l'œil. Je n'y ai toujours pas joué. Non, personne dans l'équipe. Et ça me bouffe de ne pas y avoir joué. On va remédier à tout ça à un moment ou à un autre. Mais il faut vraiment que j'y joue. Petite absence aussi. Chronicle of Crime. On avait toujours les boîtes de la gamme millénaire. On n'avait plus l'original. Et évidemment, tout le monde veut l'original, surtout quand elle est en rupture. C'est bon, elle est là. Oui. Et on termine avec Route, qui va et qui vient depuis quelques temps. Oui. Mais là, il vient. Il vient. Je sais pas quand il va, mais j'espère qu'il va dans longtemps et qu'il reste là. Voilà, parce que lui, on nous le demande beaucoup. C'est un très bon jeu de conquête asymétrique. Voilà, il est magnifique. Il est trop bien. Sûr. Je l'adore. Et voilà, donc il est en fin de retour. Maintenant, on se dit à tout de suite pour le focus. Coucou, bienvenue dans ce focus sur Opération Zèbre. Du coup, je te laisse donner toutes les infos parce que tu les as sous les yeux. Opération Zèbre, un jeu à partir de 14 ans pour 2 à 12 joueurs, 30 minutes la partie. C'est un jeu édité par Big Moustache Games et c'est un jeu de Lenny Lando. Trop cool. Voilà. Maintenant qu'on a toutes les infos officielles. Un jeu de culture G complètement barré. Oui, le sous-titre le fait très rire. C'est vrai que c'est bien trouvé. C'est un jeu coopératif où on va essayer de survivre un certain nombre de manches. Ça, c'est en fonction de la carte de difficulté que vous prenez. Voilà, quand c'est facile, vous devez survivre que 3 manches. Et plus c'est difficile, plus de manches vous devrez survivre. Comment ça va se passer? Eh bien, chacun va piocher une carte dans cette boîte avec plein de thèmes différents. Vous allez avoir films, séries, personnages, sites naturels, territoires et bien d'autres. Donc chacun en pioche une aléatoirement et va choisir face recto verso, ça vous laisse un peu de choix. Et en gros, ça va être quelque chose à faire deviner aux autres. Donc par exemple, par rapport à un film, voilà, il y a marqué, là j'ai pris le thème film. Tout en bas, il y a marqué le film en question. Là, c'est les petits mouchoirs. Et là, vous allez avoir tout un texte qui va décrire en fait ce film-là. Voilà. Le riche propriétaire d'un hôtel-restaurant et sa femme invitent chaque année leurs amis dans leur maison de vacances au Cap Ferré. Voilà. C'est une carte qui vraiment vous décrit le film. Si vous le lisiez entièrement, vous pourriez carrément donner la réponse, sans hésitation. Sauf que le twist, c'est que chacun va, sur sa carte, qui est effaçable, c'est hyper malin, chacun a son petit feutre, va barrer les phrases qu'il trouve pas pertinentes. Si, justement, les phrases les plus pertinentes qui donnent le plus d'indices, c'est celles qu'il faut essayer de pas garder, parce qu'elles coûtent beaucoup de points. Du coup, on va essayer de barrer les lignes qui sont pas pertinentes. Oui, si tu veux. Et garder celles qui sont pertinentes. Mais qui coûtent pas cher. Voilà, pourquoi? Parce qu'en gros, chaque ligne va avoir un petit chiffre à droite qui va entre 1 et 4. Des fois, même, je crois que j'ai vu 5. Même 0, hein, des fois. Oui. Il y en a qui valent 0. Et en fait, ces petits chiffres, c'est le nombre de coches qu'on va mettre sur la carte, sachant qu'il faut qu'on arrive à survivre ici 3 manches sans avoir tout rempli.
Ok, donc en gros, il va falloir essayer d'utiliser le moins de phrases possible. Et comme je vous ai dit, généralement, les phrases qui donnent le plus d'infos sur la chose à faire deviner valent très cher. Par exemple, ici, c'est... Cap Ferré, ça va coûter cher, non? Voilà, vacances au Cap Ferré, ça coûte 4. Alors que hôtel, restaurant et sa femme, ça coûte 0. Voilà. Il y a tellement de films avec un hôtel-restaurant. Voilà. Sa femme. Le réalisé par Guillaume Canet. Ouais, là c'est déjà 4. plus simple aussi. Donc, il va falloir barrer les phrases en essayant de garder celles qui coûtent le moins cher, mais généralement, celles qui coûtent le moins cher sont celles qui aident le moins. Des fois, il y a la stratégie de se dire, ok, j'en garde qu'une, elle va faire 4 coches, mais normalement les autres ils devinent. Après, direct. si tu gardes que un film de Guillaume Canet, ça va être compliqué. Voilà, sachant que vous pouvez pas donner plus d'indices. Donc du coup, une fois que tout le monde a fait son petit truc de son côté, on dit ok, c'est bon, tout le monde est chaud, bah une personne va lire à voix haute et il va devoir lire d'une traite, sans marquer de pause, sachant que les trucs ne veulent rien dire. Là par exemple, j'ai amis dans leur maison de vacances au Cap Ferré, alors groupe décide de partir en française comme sa compagne Marion Cotillard ou François Cluzet. Ça va. Attends, Marion Cotillard et François Cluzet, ça coûte pas grand chose? Ça coûte 2 et 2. Mais je l'ai mis au pif, hein. Ah, ça va. Ouais, non mais ça va. Bah 2 et 2, ça veut dire que là, ce que j'ai gardé, ça coûte 1, 2, 3, Après, 4, 5. Je suis pas non plus méga 5 cinéphile. coches et je suis que la première personne à jouer. Et il y a encore 3 manches à tenir. Parce qu'en fait, on est dans le donc caca. là, on est sur une carte pour 3 joueurs. Ouais. À chaque manche, on vous rappelle que tous les joueurs jouent sur une carte. Donc ça veut dire qu'en fait, en tout, on va jouer 9 cartes finalement. Parce qu'une manche, c'est 3 joueurs qui vont faire deviner une carte. Puis une deuxième manche, on refait deviner une carte. Puis après, refait deviner une carte. Donc c'est chaud, ouais. On a le droit qu'à une seule proposition. Hein. Les autres ne peuvent proposer qu'une seule fois. Si c'est bon, on passe à au prochain joueur. Si c'est pas bon, on tire une carte dans cette pile qui est échec. Et ça vous donne un nombre de coches en plus à mettre. 6, c'est le pire. Là, imaginez, vous avez 6 qui partent d'un coup. Vous avez 4, 5, 6, 6. Voilà, c'est très punitif. J'ai joué avec des potes, on a fait 4 parties, on n'en a gagné aucune. À chaque fois, ça se jouait à 1 ou 2 coches près. Voilà. Et à la fin, on était vraiment à dire bon, bah, je fais un truc avec une seule coche. Ça voulait rien dire. Ouais. S'amuse à la campagne. Oui. Voilà. Je veux bien. Donc, ça, c'était l'explication. Mais, pour avoir un meilleur ressenti, on va faire une manche avec Antoine. Je cours, je vole, je nage. Antoine. Bonjour. Bonjour. Chacun a son petit feutre. J'ai bien fait, hein. Regardez. Hop. Voilà. Et chacun va... T'as pioché ta carte, Alex? Tiens. Hop. On va sûrement mettre en accéléré. Ok, allez, alors qui commence? Vas-y Antoine. Bah, c'est parti. Donc ce que je dois vous faire trouver, c'est un territoire. Ok. Combien de coches? 4. En 4 coches, ok. Vous êtes prêts? Ouais. Parti avec l'île Maurice de l'archipel des Mascareignes. Français, en 1946, on y trouve... Avec l'île Maurice? Qu'est-ce qu'il y a à côté de l'île Maurice? C'est pas la Réunion? Moi, je suis nul, là. Je suis vraiment nul en géographie. Je crois que Faut l'île jamais Maurice, prendre c'est... thématique territoire avec moi, je suis nul. Attends, en plus... Je pense qu'on pourrait me faire deviner la France, j'y arriverais pas. En plus on a un pote qui vient de la Réunion. L'île Maurice, c'est à côté de la Réunion. Bah du coup, toi, tu dirais la Réunion? Ouais, l'île de la Réunion, t'as une meilleure idée? Non, pas du tout. On va dire l'île de la Réunion. C'est votre réponse? Oui. Et là, c'est une bonne réponse. Très bien joué, hein, pour 4 coches. Alors, pour 5 coches, il y avait le fameux rougail saucisse. Ah oui, d'accord. Mais ça faisait une coche de plus. J'ai compté sur votre intelligence. Et félicitations. Bien joué. Effectivement, la phrase seule rougail saucisse, bon, effectivement... Votre intelligence, votre culture du moins, en tout cas celle d'Alice. Oui, hein, voilà, clairement. Hop, dans la petite zone de défausse. Exactement. Vas-y, Alex. Alors, j'essaie de vous faire deviner un personnage. Vous êtes prêts? Comédie musicale de 2023 par Timothée Chalamet. 4 coches. C'est comédie musicale 2023 par Timothée Chalamet. Il y a Timothée Chalamet, ça laisse dire rien. C'est Wonka. C'est Wonka, la comédie musicale. C'est le seul dans lequel il est joué. On cherche un personnage. On cherche un personnage. Bah, c'est Wonka. Willy Wonka. C'est votre ultime Oui, c'est Timothée Chalamet, je le sais. Allez, c'est Willy Wonka. Eh bien, c'était Paul Atreides. Non, j'ai c'est Willy Wonka. Il a failli me rendre fou. J'allais prendre sa carte, j'allais lui faire manger, mais c'est bon, tout va bien. Paul Atreides en comédie musicale, ça me ferait flinguer. Oh waouh, attends, Dune, le musical.
Non. Ok. Mauvaise. Alors, célébrité. Je pense que vous l'aurez pas. Combien de coches 5. J'ai pris qu'une phrase. Donc là, pour vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 coches on a fait sur la première manche. C'est pas ouf. C'est pas génial. C'est pas ouf. Mais Peut ça le va, faire. c'est pas la cata non plus. Ok, alors vous êtes prêts? De Londres, Spice Girl a pris une période active entre 1994 et Ah oui. Tu rappelle-moi ce qu'on cherche. célébrité. Alors, encore un petit coup. De Londres, Spice Girl a pris une période active entre 1994 et... Alors moi, des Spice Girls, j'ai pas beaucoup écouté. Hein. Victoria Beckham, si je dis pas de bêtises. Et les autres, je les ai pas. Bah écoute. Donc je propose qu'on me dise que celle que je connais. T'en connais toi? Non, je connais pas. Victoria Beckham. Naise. Oh, moi j'ai vu, j'étais genre, ouf, c'est la seule que je connaisse. Il y a un maillon faible dans ce trio, je ne dirais pas qui. Ouais. Ah ouais, t'as servi à rien. Comment j'ai trop réussi à vous faire croire que je suis pas fan des Spice Girls, je suis trop fan. Ouais, j'avoue, ouais. C'est vrai? Ah oui. Voilà, vous avez vu un tour. J'ai cru qu'on perdrait. Je me suis dit, bon, bah au moins Non. ça montrera comment on Ah, carte une. Pour l'instant, on a sur fait une carte. 13 coches sur la première manche. Et des coches là, il Et y en a tiens, combien d'ailleurs, on coche la première case hop, Exactement. de la manche. Voilà, on fait la donc là, première manche. fin de la première manche, normalement vous avez un truc qui ressemble à ça. Voilà. Voilà. Et si vous trouvez que c'est trop facile, là c'est le mode facile, et derrière vous avez le mode avancé. C'est-à-dire que vous commencez avec déjà moins de coches Voilà. dispo. La première partie que j'ai fait avec mes potes, on a fait ça, je suis oh, allez, on est fort, on s'est fait éclater. Non, Après non. on a fait non mais mode facile, Oui, on a oui. perdu aussi. Le mode avancé, c'est quand on maîtrise, hein, vraiment. Ouais. Et du coup c'est cool parce que des fois tu vas barrer des phrases et tu vas en garder qu'une seule parce que tu sais que dans le groupe il y a une personne qui a cette Oui. culture G. Bah oui, là en fait. Au hasard, Timothée Chalamet. Voilà, Dans le cas en fait présent. de base je me suis dit je vais mettre que Timothée Chalamet, mais en fait tout ça servait à rien. Et Ouais. au-dessus il y avait des trucs genre l'acteur qui l'a joué la toute première fois, Ouais. personne ne connaît son Non. nom. Avant il y avait des trucs genre créés en telle année, j'étais là ok, il y avait marqué usine et chocolat, mais ça coûtait 5, tu vois. Ouais. Donc en fait toutes les bonnes coches pour le roman, ça me coûtait 9 quoi. Et là je vois Timothée Chalamet, ça me coûte 3 et l'autre au-dessus ça coûte 1. Comédie Mais- musicale, Timothée Chalamet. Oui, bah Là, normalement, en 2023 en plus, ça va. ouais. Le signe d'un bon jeu d'ambiance, c'est quand on a fini une manche et que les joueurs se refont la manche. Ah ouais, toi t'as dit ça et j'ai pensé à Ouais. toi et toi t'as fait ça. Est-ce que vous avez vu souvent ça dans un jeu de quiz, là, ce qui est en train de se passer Ouais. Eh ben, Ah, c'est bon. vraiment ce que Opération Z apporte, cette dynamique-là dans un jeu de quiz. C'est trop bien. C'est tellement bienvenu, c'est tellement bien Édition très pensé. propre avec ça aussi. Oui, il y a le récap de tour, vous pouvez demander des indices. On l'a jamais fait d'ailleurs. Non, pas besoin. On coche 2 cases et la personne peut donner la première lettre de la réponse. En sachant Voilà. que Ah oui, d'accord. l'article le compte comme un L en fait. Enfin, quand on dit L, genre on avait par exemple le silence des agneaux, tu peux pas dire S, parce que silence des agneaux, t'es obligé de dire L. Elle. Ah oui. Donc c'est un. Ouais, ça Les, sert à les rien. films qui commencent par L, Ouais. c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Ah non, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et ouais. C'est, ouais. Il y a Dune. Ah, d'une ça marche, ouais. Le Dune, la 2. Bientôt, le musical. Vous avez On aussi va bosser sur le scénario. une petite boîte de transport, hyper pratique. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous trimballer avec ça, vous prenez une petite portion des cartes, hein, parce qu'évidemment il n'y a pas tout qui rentre dedans. Hop, des petits stylos, et c'est bon. Et vous avez votre boîte de transport. C'est pas merveilleux. Voilà, ça c'était le petit plus. Maintenant, je vois Paul Atreides qui danse sur un ornithoptère. J'ai vraiment perdu quoi, mais bon. Et qui chante. J'ai fait un zèbre là, non? Ou une antilope. Ça fait un zèbre, c'est marrant. Bon bah voilà, c'était Opération Zèbre, culture G complètement barrée, c'est vrai que c'est bien trouvé. Hein. Très bien trouvé comme jeu de mots. Merci pour ce jeu d'ambiance très très cool qu'on a eu gentiment offert à Cannes et qu'on a bien torché dans le train, ça nous a bien occupé. À fond. Et voilà, et ben merci encore et on vous dit à À bientôt bientôt chez chez GDK GDK Bordeaux.